Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc ça faisait un moment que je n'avais pas fait. Donc bienvenue sur la chaîne Info Révélation qui englobe mon blog Chrétien la Nouvelle Alliance et la réalité cachée du monde actuel. J'ai un sujet que je voudrais partager avec vous, une information importante qu'il faut commencer à prendre en considération. Parce que ça fait déjà un moment que ça circule, et ça se met en place sous nos yeux, et ils vont essayer de nous faire gober pas mal de choses. Il y a un gros mensonge là-dessus. La chose existe vraiment, mais elle n'est pas utilisée comme on veut nous le faire croire. Je vais vous parler de l'intelligence artificielle. Et je commence à récupérer des informations qui expliquent un petit peu le leurre qui est là derrière. Donc j'avais déjà fait un petit article là-dessus. Et je voudrais vous diffuser ces petites séquences pour que vous commenciez à comprendre un petit peu cette manipulation de l'intelligence artificielle, parce que moi je peux vous dire une chose. En tant que croyant, je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ, vous le savez, avec mon blog Chrétien de la Nouvelle Alliance. Je ne fais pas partie d'un système religieux, mais je marche par la parole, par l'esprit, et comme Jésus nous le demande dans sa parole. Je vais faire une petite parenthèse. Donc il faut savoir que nous sommes la création de Dieu. Et nous sommes des êtres, des personnes qui avons une âme, un esprit et notre corps physique. Et il faut savoir aussi que dans notre âme, nous avons cette âme qui nous donne toute la possibilité d'utiliser nos sentiments, nos émotions et notre réflexion aussi. Donc nous sommes libres de nos pensées, si je peux m'expliquer comme ça. L'homme ou qui que ce soit d'autre ne pourra jamais égaliser la création de Dieu. Donc, intelligence artificielle, déjà ce mot je le raye, qui est l'intelligence informatique, une intelligence robotique, je veux bien l'admettre, elle existe, elle est là, elle se perfectionne, et on le voit d'année en année, de décennie en décennie, comme ça évolue, et donc on veut mettre ça en place pour qu'il y ait un contrôle sur la planète, qu'il y ait un contrôle sur le peuple. Il y a un piège qui se referme, et ça y est, sur les réseaux, il commence à avoir déjà des études, il commence déjà à avoir des messages, et ça, je vais vous en diffuser quelques-uns, je vais vous passer des extraits de mon article, et voilà. Donc, pour que vous commenciez à comprendre cette manipulation de l'intelligence artificielle, n'allez pas croire qu'il va y avoir des robots ou des intelligences qui vont faire à notre place. Sachez que derrière tous ces programmes qui vont se perfectionner, ces applications qui vont devenir de plus en plus importantes, plus gourmandes en énergie, il va falloir des stockages des monstrueux pour pouvoir avoir toutes nos informations qui sont déjà bien prises tous les jours dans notre vie, sans que vous vous en rendiez compte avec tout ce qu'on vous a mis avec l'informatique, les Facebook, les réseaux sociaux, nos téléphones, enfin vous verrez, tout est bien expliqué. Donc tout ça, c'est un piège, et pour moi, je peux vous dire que ma compréhension, c'est que c'est un outil important pour le gouvernement mondial, pour le contrôle de la population, afin que cette société, ce peuple soit sous la gouvernance de l'Antéchrist. Et donc aujourd'hui, il y a un piège qui se ferme, et je passe un message à tout le monde. Tous ceux qui marchent dans cette croyance d'intelligence artificielle, qui la mettent en pratique, qui la vendent, qui l'exposent pour que les gens l'acceptent, pour dire que c'est un confort, que ça sera pour nous aider, alors que c'est tout le contraire, ça sera un flicage et un emprisonnement, un conditionnement et un confinement. Vous participez à ce plan de l'Antéchrist. Et ça, vous aurez des comptes à rendre plus tard. C'est sûr, tout est beau, tout est mignon, il y a des bons postes et on gagne de l'argent. Ça, voilà, ça fait rêver, on vous fait rêver. Mais cette société, c'est un piège. Et le piège se referme sur nous tous. J'ai 58 ans, 59 ans. Je verrai peut-être le début. Moi, j'ai déjà passé un cap de ma vie. Mais vous, les jeunes, réveillez-vous. Parce que vous avez encore beaucoup à vivre devant vous. Vous avez des choses à faire. Mais à mon avis, ça va se restreindre. Et vous allez voir beaucoup de choses se mettre en place. Nous, ma génération, on crie, on alerte et on avertit. Je sais qu'on n'arrêtera pas, je sais qu'on ne changera rien, mais réveillez-vous. Et surtout, que le peuple se réveille, parce que c'est vous, c'est nous qui construisons cette société. Ils nous la mettent entre les mains avec
l'argent, avec le pouvoir, avec des statuts sociaux supérieurs à d'autres. On croit qu'on avance, on croit qu'on est meilleur, on croit qu'on réussit, mais vous façonnez ce système antichrist. Et on va parler maintenant de cette intelligence artificielle, ce qu'on en pense. Donc il y a une vidéo qui a circulé, je l'ai décortiquée, j'ai découpé les morceaux et vous verrez que je fais un rassemblage de toutes ces informations que j'ai depuis quelques temps sur l'intelligence artificielle, et ça faisait déjà un moment que je voulais en parler. Maintenant, on va démarrer cette vidéo, enfin ce message, et c'est pour vous interpeller, pour qu'on puisse commencer à travailler là-dessus et faire attention de ne pas tomber dans un piège. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se réveillent par rapport à toute cette folie sur la... Vous voyez ça, hein, ce fameux plan qu'il y a eu à 3 ans, qu'il y a 4 ans, sur l'écologie, sur ci, sur ça, mais vous allez voir, beaucoup vont se faire avoir dans ce programme d'intelligence artificielle. Donc faites très attention à ça, et réveillez-vous et positionnez-vous avant de vous engager dans vos messages, dans vos vidéos ou dans votre quotidien pour en parler. Moi je dénonce cette chose, c'est un leurre, c'est une tricherie. Il y aura des personnes très puissantes qui seront derrière ces programmes et qui prendront tout le contrôle de nos vies, à tous les niveaux. Voilà. Je fais bref. Allons-y. Et donc cette vidéo, je la fais en décembre 2024. Parce que maintenant, je vais mettre les dates pour qu'on puisse se rappeler dans le futur quand ce travail a été fait. Voilà. Donc décembre 2024, je fais cette vidéo, ce montage vidéo, et je vous envoie la suite. Bon visionnage, bon courage à vous tous, et portez-vous bien. C'est parti, je lance tout ça. L'intelligence artificielle nous est souvent présentée comme quelque chose de très abstrait et très fantasmé. Alors tantôt elle nous est présentée comme sur le point de détruire l'humanité en prenant le contrôle. Si vous n'étiez pas encore assez inquiet pour l'avenir de l'humanité, sachez qu'il existe une intelligence artificielle qui réfléchit à la meilleure façon de nous détruire. Et tantôt elle nous est présentée comme au contraire l'intelligence suprême qui pourrait venir à bout de tous les problèmes de l'humanité. L'IA est assurément une révolution, au moins aussi grande qu'Internet. L'intelligence artificielle révolutionne déjà le monde de la surveillance. Une révolution ou un cauchemar? Une nouvelle révolution. Révolution. Mais ce qu'on entend le plus, dernièrement, à chaque nouveauté, c'est à quel point elle se mettrait à ressembler de plus en plus à la façon de réfléchir des humains. GPT-4 peut-il mettre en danger certains métiers? Des présentateurs humanoïdes, des compagnons de vie virtuels. Le test, c'est de te la présenter en tant que robot et de voir si tu penses toujours qu'elle a une conscience. Pourtant, derrière l'intelligence artificielle, et y compris l'IA générative comme ChatGPT, Midjourney, Stable Diffusion et autres outils de génération d'images, de textes ou de musique, il y a uniquement des suites d'algorithmes, c'est-à-dire des suites d'instructions et des... Donc là, je couvre cette séquence, donc... Je voudrais vous avertir quand même que ce genre de vidéo, parce que je l'ai quand même récupéré sur YouTube, et il la laisse donc automatiquement, je pense qu'il y a une manipulation. Donc cette personne qui décrit le problème, vous le voyez comme elle le décrit, soit c'est pour apporter un bien, soit c'est pour la destruction du monde. Donc on met toujours deux directives pour pas que les gens aient des repères. Donc faites attention aussi à ce genre de vidéo. Donc moi je la décortique, je fais attention pourquoi cette vidéo circule, elle n'a pas sauté sur les... Enfin elle n'a pas été strikée ou censurée. Donc je pense qu'on veut que les gens soient au courant de ce qui se passe, mais n'arrivent pas à aller dans le but du vrai plan de cette intelligence artificielle. Donc on fait croire aux gens, on essaie de faire comprendre aux gens qu'il y a un énorme danger. Vous voyez, ça peut détruire ceci, ça peut détruire cela, beaucoup de travail, de postes, donc de potentiellement danger. Donc on crée un problème qui n'existe peut-être pas ou qui va arriver dans le futur. On laisse une réaction, donc problème, réaction, solution. Et la solution, vous verrez, dans le temps, ils apporteront des solutions à ceci. Donc ils vont sûrement mettre des lois, ils vont peut-être rectifier, ils vont sûrement faire des choses pour... On crée une peur dans le futur qui n'arrivera peut-être pas pour pouvoir mettre des lois tout de suite dans le présent. Et je pense qu'on amènera des solutions, on dira que l'intelligence artificielle apportera des solutions
pour éviter ceci, cela. Donc c'est un peu compliqué à expliquer parce qu'il faut comprendre leur méthode, problème, réaction, solution. Donc on va rester centré là-dessus, on va continuer la vidéo, on va la décortiquer et on va continuer. Allons-y. Cette année, à l'occasion de sa campagne de dons, la Quadrature du Net a décidé de prendre ce thème assez transversal à tous ces sujets qu'est l'intelligence artificielle pour déconstruire ce mythe et cette abstraction qui s'est faite autour de cette technologie afin d'entrer et de voir quelles sont les réalités concrètes qui se cachent derrière. Alors Roland Barthes, c'était un professeur de littérature, et il était sémiologue. Et il a écrit un petit bouquin qui s'appelle Mythologie, qui est un recueil de petits textes où il s'amuse à analyser, avec tout son savoir, des phénomènes médiatiques. Des images qui sont dans l'imaginaire collectif et qui prend comme autant de petits mythes qu'il essaye de démonter, de décortiquer, d'analyser, de déplier comme ça. Il s'intéresse par exemple à la déesse de chez Citroën, pourquoi elle fait fantasmer les gens, pourquoi elle dit quelque chose de l'époque, etc. Et il analyse comme ça plein de petits phénomènes. Et je suis sûr que s'il écrivait aujourd'hui, il s'intéresserait à l'IA comme mythe moderne. Pourquoi ça? Parce qu'il me semble que l'IA, on s'en sert comme mot pour désigner tout un tas de choses qui sont quelques réalités, mais très peu, et beaucoup de fantasmes et beaucoup de craintes. Et ce qui est intéressant, si on essaie de transposer le regard de Barthes aujourd'hui, c'est que lui, il définit le mythe comme un discours, ou un élément de discours, un objet de discours, qui réalise des croyances. Et l'IA fait ça, c'est-à-dire qu'elle cristallise sur elle tout un tas de croyances qui révèlent quelque chose de la société, dans son organisation et dans ses désirs. Quand on parle de l'IA, alors je reste à un niveau vraiment basique de ce qu'on perçoit tous en écoutant la radio, la télé, ça désigne toujours l'idée que la machine va faire mieux que les humains dans des tâches spécifiquement humaines, comme parler, penser, comprendre, prévoir, punir et même soigner. La définition du Larousse de l'intelligence artificielle, c'est « ensemble de théories et de techniques visant à réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine ». Et cette volonté de simuler l'intelligence humaine, elle ressort à travers tout le champ lexical qui entoure l'intelligence artificielle. On va parler par exemple de réseaux de neurones, on va parler d'apprentissage, on va parler d'hallucination même pour quand les IA racontent n'importe quoi. Et même le terme d'intelligence artificielle en soi, il est fait pour se calquer sur des logiques humaines. Mais c'est pas seulement à travers le choix des mots, puisque dans la construction de tous ces outils, on va avoir un dispositif qui est mis en place qui a pour but de nous rappeler des interactions avec des humains. Par exemple, on va souvent voir des IA qui vont être mis dans des robots humanoïdes pour évoquer des humains. Et même tous les dispositifs de ChatGPT et des chatbots en général visent à recréer la sensation d'une interaction avec un humain, puisqu'on est en train de chatter avec un interlocuteur. Parmi les algorithmes de machine learning, il y a des algorithmes spécifiques qu'on appelle les algorithmes de deep learning. On les appelle profonds parce que il y a une succession de calculs les uns au-dessus des autres qui font que même la personne qui conçoit l'algorithme ne sait pas exactement quelles sont les informations qui sont utilisées par l'algorithme pour produire le résultat. Ces algorithmes-là, ils sont la source aussi de pas mal de fantasmes puisque comme on ne comprend pas comment ils fonctionnent, y compris la personne qui a créé l'algorithme, alors on est tenté de justifier ce fonctionnement là par une idée un peu presque magique que l'intelligence artificielle serait proche du fonctionnement humain. Donc là, vous commencez à comprendre, derrière ce programme, qui est l'intelligence artificielle, c'est une accumulation de performances depuis des années, des décennies. Comme je le disais au début de la vidéo, donc c'est une accumulation de progrès. Et ça va devenir tellement puissant, comme l'explique cette personne, on va faire mettre une croyance que ça va devenir une intelligence qui va remplacer l'intelligence humaine. Et j'ai bien précisé, on ne peut pas créer une intelligence artificielle. Nous sommes une création. Nous sommes la création de Dieu. Nous avons été faits d'une manière unique que Dieu seul sait faire. Et l'homme essaiera toujours de... On dit l'homme, mais il faut savoir que si Dieu existe, Satan, les anges déchus existent. Lucifer, Satan. J'ai déjà fait pas mal de vidéos sur ce sujet, sur mon blog Chrétien de la Nouvelle Alliance. Je vous invite à y aller. Et donc il faut comprendre que ce monde ténébreux qui nous dirige,
on va appeler ça comme ça, je l'ai déjà précisé dans d'autres vidéos. Donc ils ont un plan de contrôle pour l'antichrist, donc par l'antichrist. Donc automatiquement, ils vont amener par le mensonge, par la supercherie, un contrôle total, donc par la peur, par la technologie et toutes ces choses-là. Il faut bien comprendre que derrière ce programme, donc ils ont peut-être trouvé le filon pour pouvoir mettre en place un système qui va permettre de se cacher, ils vont se cacher derrière pour pouvoir prendre le contrôle de la planète. C'est là que je voudrais arriver, à vous faire comprendre. Et c'est ce que je comprends. Et donc, à vous de faire des recherches, creuser aussi là-dessus, parce que moi, je ne peux pas tout voir, je ne peux pas tout comprendre encore maintenant. Et il est très intéressant que chacun vous fasse attention de ne pas tomber dans ce piège. J'ai déjà discuté avec des personnes de ma famille, de mon entourage sur l'IA, c'est formidable, tu verrais, on peut faire ci, on peut faire ça. D'accord, mais regardez les ordinateurs, regardez les programmes comme ils étaient il y a 40 ans. Mais comme ça a évolué, et là on a fait un bond, on va encore faire des bonds. Voilà, la technologie avance, mais je vois qu'ils veulent, comme dit cette personne, ils expliquent, mettre une intelligence derrière pour dire, voilà, cette intelligence artificielle va vous apporter beaucoup de choses. Vous avez vu, attention, hein, ça peut créer ceci, créer cela, les problèmes, voilà, donc on va les éviter, on va faire ci, on va faire ça. Vous allez voir. Le plan, il est bien préparé, et je vous dis une chose, ne croyez pas à cette intelligence artificielle qu'elle va gérer tout seul, à notre place. Non, il y aura des gens malhonnêtes derrière, des gens mafieux, des gens pourris, qui vont prendre le contrôle, ils vont s'en servir. Au début, ça va être tout beau, tout mignon, et puis tout doucement, et on va serrer la vis. Voilà. Donc, il faut bien comprendre ce piège de l'intelligence artificielle. Donc, je vais vous laisser continuer cette vidéo, elle n'est pas bien longue, hein, c'est ce petit reportage qui a été fait. Je vous laisse prendre connaissance de ce qui en est dégagé, et j'interviendrai suivant certains points. Allons-y. On parle beaucoup d'intelligence artificielle ces dernières années, alors que ça fait près d'un demi-siècle que l'intelligence artificielle fait l'objet de recherches. Et ce qui a rendu possible les avancées de ces dernières années comme ChatGPT, c'est l'accumulation de trois choses qui posent déjà problème dans la trajectoire dominante du numérique. C'est d'abord l'accumulation de données sous l'égide du capitalisme de surveillance avec le traçage de nos communications, de nos activités sociales et l'indexation de l'ensemble de ce qu'on pense être un bien commun numérique qu'est le web, l'accumulation de données par les grandes multinationales du numérique, ce qui en retour leur a permis de dominer le capitalisme international et de devenir les entreprises les plus valorisées sur les marchés financiers aujourd'hui. Et cette capacité, cette puissance financière permet en retour un troisième type d'accumulation. Après l'accumulation des données et des capitaux, c'est l'accumulation de ressources pour faire tourner les IA, entraîner les modèles, calculer, stocker toutes ces données et les traiter. Donc, ça suppose notamment de construire quantité de data centers partout dans le monde, ce qui, en retour, nécessite une accumulation de ressources, des puces, donc des métaux rares, de l'eau, de l'électricité, avec les conséquences écologiques que l'on sait. Aujourd'hui, au nom de l'intelligence artificielle, c'est l'ensemble des rapports sociaux, l'ensemble des politiques publiques qui doivent s'adapter pour favoriser le déploiement à grande échelle de ces systèmes dans tous les pans de la société. Pour favoriser le déploiement de l'intelligence artificielle, tous les verrous juridiques doivent sauter. Et c'est notamment ce que cherche à faire le règlement dédié à l'intelligence artificielle qui a été adopté en mai 2024 au niveau de l'Union européenne. C'est déréguler un marché pour attirer un maximum de capitaux et susciter la prolifération de ces systèmes partout dans la société. Dans le même temps, on voit beaucoup d'expérimentations être lancées, parfois même à titre complètement pérenne et permanent. Je pense notamment au déploiement de systèmes d'intelligence artificielle dans les classes de seconde pour les cours renforcés de français ou de mathématiques. C'est comme ça l'ensemble des services publics qui sont sommés de se mettre à la page de l'IA dans un contexte austéritaire où l'on coupe des postes, où il y a moins d'argent pour financer ces services publics, et pourtant énormément d'argent qui va néanmoins financer le déploiement de ces systèmes d'IA qui accompagnent l'automatisation de ces services publics et en fait leur déliquescence programmée.
Dans les premiers usages de l'intelligence artificielle, dès les années 2010, à l'époque on parlait plutôt de big data que d'intelligence artificielle, il y a toutes les données qui ont été collectées notamment par les réseaux sociaux pour faire du profilage publicitaire. Et donc là, c'est déjà de l'intelligence artificielle. Les données sont récupérées sur les personnes pour dresser des profils fins à partir de ces informations et leur adresser une publicité qui soit la plus efficace possible. Donc l'industrie de la surveillance en ligne, notamment de la surveillance publicitaire, il est intrinsèquement relié aux logiques d'intelligence artificielle. Dans le même genre, on a aussi les algorithmes de recommandation et de censure qu'on va trouver sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que les contenus qui sont montrés dans la timeline sur les réseaux sociaux, ils le sont faits aussi en fonction de ce qui va permettre de visibiliser le plus la publicité. Et donc de la même manière, on a des algorithmes d'intelligence artificielle qui consomment eux aussi une quantité phénoménale de ressources qui sont utilisés pour organiser les différents contenus qu'on voit de manière indépendante souvent de notre volonté. Et globalement, c'est ce qu'on va voir tout au long de cette campagne de dons, c'est à quel point les algorithmes d'intelligence artificielle sont des outils qui servent les puissants, notamment pour des logiques gestionnaires. Quand une technologie est développée, c'est vraiment très courant que ses premiers domaines d'application ce soit les applications militaires. Et pour le coup, l'IA ne déroge pas à la règle. On a appris ces derniers mois que l'armée israélienne avait adopté 2 systèmes d'intelligence artificielle dédiés à la désignation des cibles des bombardements dans la bande de Gaza. Donc on voit à quel point ces technologies sont aujourd'hui utilisées pour accélérer la machine génocidaire en Palestine. C'est assez ironique et en même temps dramatique de voir que, alors même que le Conseil de l'Europe a adopté une convention pour réguler les usages militaires des intelligences artificielles, Israël en est l'un des signataires, ce qui tend à montrer à quel point il n'y a aucune volonté politique de la part des États aujourd'hui de contrer, de ralentir et de vraiment réguler l'avènement d'armes autonomes aiguillées à base de systèmes d'intelligence artificielle. Alors qu'elle s'était engagée à ne pas travailler avec le secteur militaire, OpenAI, l'entreprise qui a lancé ChatGPT et d'autres systèmes d'IA grand public, a renoncé en fait à cet engagement il y a quelques mois. Ce que traduit cette évolution et ce renoncement, c'est une réalité très claire, c'est que en fait les grandes entreprises qui développent ces systèmes d'IA, parce que c'est très coûteux, vont devoir en passer par le secteur militaire pour amortir les investissements colossaux qu'elles ont consentis et consacrés au déploiement, au développement de ces systèmes d'intelligence artificielle. Toujours dans cette même logique d'être utilisé par les puissances centralisées comme un outil de gestion, l'intelligence artificielle est utilisée aussi par les États. La Quadrature du Net a lancé il y a 2 ans une initiative qu'on a nommée depuis France Contrôle, dans le cadre de laquelle nous enquêtons sur les algorithmes utilisés par les administrations sociales en France. Ce que tout ce travail commence à nous montrer de manière très claire, c'est que ces algorithmes qui sont présentés comme des outils de lutte contre la fraude, notamment, sont en fait des outils de contrôle très puissants qui provoquent en fait un surcontrôle, voire un harcèlement institutionnel sur les personnes les plus précaires. Le premier exemple sur lequel on a beaucoup travaillé, c'était la CAF. Le code source de l'algorithme a pu montrer que ces contrôles sont essentiellement discriminatoires vis-à-vis d'un certain nombre de personnes précaires, les femmes seules, les bénéficiaires du RSA, les bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé. Donc on a systématiquement des algorithmes qui, au lieu d'aider les administrations dans leur mission de protection sociale, sont en fait fortement discriminatoires et provoquent une espèce de double peine vis-à-vis de l'ensemble des populations précaires. Et à tous les endroits où on a du pouvoir, on va retrouver de l'intelligence artificielle pour accompagner les logiques gestionnaires et de contrôle. Ça peut être le cas par exemple en entreprise, comme on va le voir dans les entrepôts Amazon par exemple, et à chaque fois, l'IA a ce rôle que d'accompagner la déqualification et la précarisation des travailleurs et travailleuses. Et enfin, on va trouver aussi des conséquences de l'intelligence artificielle au niveau territorial. Il y a une vraie matérialité de l'intelligence artificielle et il y a un vrai impact environnemental et social de l'intelligence artificielle. Déjà, l'intelligence artificielle, elle se fait par des ordinateurs, par des serveurs dans lesquels on a des puces graphiques qu'on appelle GPU, qui sont consommateurs de ressources en minerais. Pour fabriquer ces minerais-là, il y a besoin d'eau très pure pour purifier les minerais qui vont servir à fabriquer ces puces. Et ensuite, cette eau, elle est chargée en composants chimiques fluorés et polluants qui vont ensuite être déversés directement dans nos nappes phréatiques, dans nos rivières et dans nos lacs. Cette matérialité du minage, de l'extractivisme qui a lieu beaucoup dans des pays du sud global montre en fait cet aspect néocolonisateur du numérique et de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et il est à mettre en parallèle certainement avec l'extractivisme de nos vies
numérique parce que cette intelligence artificielle, elle se nourrit sur nos données, qu'elle prend sans nous avoir demandé notre avis, parce qu'il faut qu'elle apprenne, qu'elle se nourrisse, qu'elle se fasse en permanence. Et ensuite, on a aussi une sorte d'ubérisation, d'extractivisme du travail humain. Ce sont les humains qui sont derrière l'intelligence artificielle, dont on parle peu. Les travailleurs du clic, les gens qui valident ou pas les algorithmes de l'intelligence artificielle. Et ensuite, on a tout cet aspect post-intelligence artificielle. On nous annonce en fait de l'intelligence artificielle partout dans nos vies, dans nos milieux de travail, dans nos smartphones, dans tous les matériels aujourd'hui sont vendus avec de l'intelligence artificielle. Et donc tout ça va sûrement avoir aussi un autre impact qu'on n'a pas encore mesuré, en tout cas qu'on n'a jamais discuté. Parmi les forces de domination qui utilisent beaucoup l'intelligence artificielle, on va retrouver évidemment les forces policières. Mais pareil, on va faire une vidéo plus en détail sur ce sujet, puisque depuis 2018, la Quadrature du Net travaille sur les sujets de ce qu'on appelle le Technopolis, qui est l'installation de dispositifs de surveillance dans les villes, et qui bénéficient de plus en plus de surcouches algorithmiques pour renforcer les pouvoirs policiers. Tout au long de notre campagne, on va vous dire, c'est pas de l'intelligence artificielle. Ce qu'on veut dire, c'est pas que ça n'existe pas, parce que comme on vient de le voir, il y a des conséquences bien réelles à l'intelligence artificielle. Ce qu'on veut dire, c'est que l'intelligence artificielle n'est pas ce qu'on nous dit, ce qu'on nous vend dans les médias, qu'il faut déconstruire le mythe et qu'il est temps d'ouvrir les yeux sur les conséquences, les impacts concrets que l'intelligence artificielle a sur les personnes et sur les écosystèmes. Donc voilà ce que j'ai pu tirer de ce reportage. Parce qu'il faut faire attention de ne pas trop déployer le terme intelligence artificielle. Mais vous avez vu un passage où on voyait des personnes dans la rue encadrées et suivies. Et ces gens-là vont sûrement refaire un travail sur le côté policier, sur le côté flicage. Et je voudrais vous attirer tout de suite l'attention que ce programme fait partie aussi d'une technologie qui va amener un crédit social. On dit crédit social à la chinoise, mais ça c'est un terme, il faut faire attention. Donc il va y avoir un crédit social qui va se mettre en place. Donc ça c'est toutes des étapes, et ça c'est l'outil. Et ça, on va décortiquer ça, je vais vous passer des passages sur le crédit social à la chinoise et ce qui peut arriver en France. Donc je vais déjà vous envoyer ça, et ensuite on va discuter. Je vais vous apporter des preuves de l'Antichrist, de la marque de la bête aussi. Attention, on va vite comprendre ce que cette intelligence artificielle, comme on veut nous la faire croire, va amener une technologie de contrôle complète sur la société, sur les gens, à un point que vous ne pouvez même pas imaginer encore aujourd'hui pour certains. Ça paraît de la science-fiction, ce qui va arriver, ce qu'on essaye de vous expliquer, mais c'est vrai, ça se met en place. Est-ce qu'ils vont y arriver dans ce qu'ils veulent mettre en place? Est-ce qu'il va y avoir des dérives? Est-ce qu'il va y avoir des changements? Seul l'avenir nous le dira. Mais on voit déjà le chemin, on voit déjà qu'on rentre dans le tunnel. Donc voilà, quand on sera dans le tunnel, ça sera trop tard. On ne pourra plus reculer. Donc, de toute façon, cet antichrist qui est dénoncé, qui est décrit dans la Bible, il arrive, il se met en place. Il a besoin d'un contrôle total de la planète, à tous les niveaux. Donc voilà. Donc, il va sûrement se mettre en place un système de crédit social, contrôle social, flicage, tout ça va se mettre en place. Donc on a déjà assez parlé sur certaines vidéos, sur certaines séries, mais il est bon de le rappeler que tout a un lien. Tout se suit. Ça avance. Je vous expliquerai aussi certaines dates par rapport au calendrier hébraïque, par rapport au fameux retour de Jésus que beaucoup ne veulent pas croire, que d'autres disent que c'est un moment précis ou pas. Il faut savoir que l'Antichrist va prendre le contrôle de cette planète bien avant le retour de Jésus. Donc il faut le comprendre. Donc ça, c'est la partie biblique qui sera aussi dans cette vidéo. Je vais vous lire un passage tout à l'heure. Donc maintenant, on y va et je vous montre le côté crédit social qui nous pend au nez. C'est parti. Imaginez un monde où le crime et les incivilités n'existent plus. Un monde où les mouvements dissidents et contestataires ont disparu.
Un monde où chaque citoyen, les yeux rivés sur son smartphone, se conforme aveuglément à la société pour ne pas voir sa note sociale dégringoler. Cette note peut vous donner accès à certains services privilégiés, mais faites un pas de côté et celle-ci s'effondrera, vous reléguant ainsi au rang de paria de la société. Préfigurant l'avènement d'un totalitarisme numérique décomplexé, notre monde a basculé. En effet, qui aurait pu croire qu'en 2021, en France, vous ne pourriez plus accéder à de nombreux services sans présenter le fameux papier? Et si le crédit social n'était que le début d'un monde où le mot liberté disparaissait? Les prémices d'une nouvelle société du contrôle, tissant une toile dans laquelle chaque individu risque de se retrouver piégé à jamais. Lorsqu'il est question de société du contrôle numérique, tous les yeux sont rivés sur l'Empire du Milieu. Si ce pays gigantesque à l'histoire complexe a connu de nombreuses atrocités, il est cependant aisé d'imaginer que pour fédérer sous un même drapeau près d'1,4 milliard d'individus, les bonnes vieilles méthodes de démocratie sont vite limitées. L'ère maoïste et ses 50 millions de morts est désormais devenue célèbre, tout comme la répression de la place Tiananmen qui entachera à jamais l'immaculé drapeau rouge chinois. Et lorsque quelques mois plus tard en Europe, le mur de la honte chute, un symbole s'effondre, laissant espérer l'ouverture d'un nouveau monde. Dans ce contexte, les vieilles méthodes chinoises totalitaires deviennent obsolètes. L'usine du monde doit soigner son image pour ses clients occidentaux, agitant frénétiquement un drapeau nommé démocratie. La Chine doit alors tenter de lisser son image, tout en maîtrisant sa population, et pas seulement démographiquement. En 1994, l'arrivée d'Internet en Chine sera retardée, son essor sera bridé, et avec lui, tout un tas de concepts démocratiques et libertaires. Cependant, les dirigeants chinois comprendront rapidement la puissance d'un tel outil pour contrôler leur sujet. Outil de propagande ultime, l'Internet chinois, un Internet censuré, deviendra rapidement une méthode pour déceler les mouvements dissidents avant de les neutraliser. Puis, nous avons basculé dans un nouveau millénaire où tout s'est accéléré. L'événement tragique survenu à New York va permettre aux États-Unis de mettre en place le Patriot Act. Dorénavant, dans un pays démocratique, les autorités peuvent faire effraction chez vous et même vous placer dans un camp sur une simple délation ou rumeur. Des camps, la Chine en utilise probablement, mais ils sont bien plus discrets que le tristement célèbre Guantanamo. Quoi qu'il en soit, pendant que le monde du bien combat le monde du mal en Afghanistan ou en Irak, entraînant le péril de milliers de civils innocents, la Chine se prépare, elle, à la troisième guerre. Une guerre de l'information et de la technologie. Son objectif ? Préparer son hégémonie économique, technologique et politique. Au début, les métropoles chinoises vont être équipées de quelques dizaines de milliers de caméras. Un chiffre qui, aujourd'hui, a bien évolué. 700 millions de caméras. Bon, je vous l'accorde, je ne les ai pas comptées, mais c'est ce qui a été estimé. Petite particularité, la plupart d'entre elles sont à reconnaissance faciale et traquent ainsi chaque individu dans l'espace public. Mais puisque le propre de l'être humain est d'aller toujours plus loin, d'ici 2023, la Chine compte déployer 2 milliards de caméras supplémentaires. Bon, vous l'avez compris, le traçage en temps réel de l'ensemble de la population est désormais une réalité. Mais pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? À force de repousser les limites, qu'elles soient démographiques, économiques ou écologiques, le point de non-retour se rapproche dangereusement. Et pour ce qui est des technologies et leur application, malheureusement, celle-ci n'échappe pas à la règle. Puisqu'à présent le parti peut identifier chaque individu à chaque instant, ne serait-il pas intéressant de pouvoir y rajouter un CV ? Un CV qui s'appuie sur de gigantesques bases de données. Ce CV servira plus tard à mettre en place ce que l'on appelle communément le crédit social ou Sesame Credit. Avec cette nouvelle politique, mieux vaut ne pas être un mauvais payeur. En effet, puisqu'à l'origine de ce crédit, des entreprises privées de type assurance, banque ou fourniture d'énergie souhaitaient pouvoir catégoriser leurs clients. Les bons clients et les mauvais clients. Plus simplement, ceux qui payent comptant en temps et en heure, et puis les autres. Une idée brillante qui a rapidement trouvé écho plus largement au sein de cette nouvelle société.
Dorénavant, et même si les informations sont plus ou moins communiquées, cette catégorisation de l'individu s'est étendue au comportement et au civisme d'une façon plus générale. Désormais, c'est bel et bien une note qui pousse chaque citoyen à ne jamais s'écarter du droit chemin. Et pour les opposants politiques, artistes ou minorités, la vie va devenir compliquée. Et pour ne rien arranger, pour améliorer votre crédit social de quelques points, la délation est préconisée. Mais tout ceci se passe en Chine, très loin de l'espace européen, véritable sanctuaire de la liberté, garant et protecteur des droits de l'homme et du citoyen. Fake news. À l'ère des chaînes d'information, quelque chose s'est répandu de façon virale tout autour du globe. Une émotion que nos chers dirigeants savent très bien utiliser pour manipuler l'opinion publique. Cette émotion s'appelle la peur. Et la peur, on le sait, est en quelque sorte le terreau fertile sur lequel bon nombre d'idées liberticides et bellicistes peuvent germer. Qu'il s'agisse d'instaurer le Patriot Act après les événements de New York, ou un état d'urgence permanent après ceux de Paris, la peur d'un ennemi commun garantit l'approbation de ces mesures par la majorité de la population. Être le mouton tu aimes? Vous l'avez compris, la peur est devenue la norme, la suspicion, un état d'esprit permanent, et la délation, un acte civique. Mais bordel, où va-t-on? Je l'emmerde, la société. Mesdames et messieurs, je vais vous demander de faire preuve d'imagination, et une fois n'est pas coutume, je vais vous poser une question. Et si le crédit social débarquait en France? Quoi? Un système de notation individuelle? Mais c'est inadmissible. C'est pas faux. C'est vrai. Mais pourtant, être noté, être comparé, depuis tout petit, vous y êtes habitués, car notre système éducatif a tout misé sur ce procédé. Alors selon moi, vous êtes prêts? Tout d'abord, saviez-vous que depuis plusieurs années, le secteur bancaire ou le monde des assurances vous attribue déjà une note? Cette méthode est appelée le credit scoring et permet d'évaluer les risques clients afin de vous accorder ou non un crédit par exemple. Évidemment, être prudent à l'idée de vous prêter de l'argent alors que vos poches sont trouées. On pourrait presque le comprendre, mais le problème dans tout cela, c'est quand on commence à parler du domaine de la santé. Et cela, ceux qui ont dû faire appel à une assurance de crédit immobilier le savent bien. Mieux vaut ne pas être en mauvaise santé. Avouez que déjà ça commence à sentir mauvais. Alors je sais, beaucoup pensent que le Gaulois, il est réfractaire au changement. Oui, c'est vrai. Mais peut-être qu'en amenant ce concept de façon habile, tout en jouant sur les peurs, la plupart de nos concitoyens seraient enclins à y adhérer, pendant qu'une autre partie, soumise par la contrainte, finirait par accepter. Et enfin, la dernière partie, celle des réfractaires minoritaires, serait bon à brûler sur le bûcher. Et d'ailleurs, vous ne sentez pas comme une étrange odeur de bois brûlé? Si vous en doutez encore, je vous le dis, le crédit social en France a bel et bien commencé, et notre Huawei français est à présent trouvé. Celui-ci porte le nom de Thales et propose une solution globale d'identité numérique prête à déployer. Sur le blog de l'entreprise, on peut y lire: les passeports joueront un rôle clé dans la capacité des citoyens à accéder à toutes sortes de services numériques et agiront comme des précurseurs au passage vers l'identité numérique sur téléphone portable. Le pass serait donc un précurseur, l'anticipation donc d'un système généralisé où l'identité ne sera plus établie par un document officiel autonome, comme une carte d'identité, mais bel et bien par un portefeuille numérique conservé sur un cloud et dont l'application échappera totalement aux citoyens. Vous n'êtes pas sans savoir qu'avec l'essor d'Internet, depuis plusieurs années, d'immenses machines collectent vos données personnelles et grâce à cette nouvelle science, des entreprises privées possèdent désormais un savoir illimité sur votre personnalité, se vantant même de vous connaître mieux que vos propres parents, conjoints ou enfants. Tous les mois, dès que je touche ma paie, je retire un maximum d'argent de mon compte courant. Et tout le long du mois, je paie autant que possible en espèces. En fait, je règle tout en espèces, à part quelques prélèvements automatiques. En bref, je boycotte ma carte bleue. Pourquoi je fais ça? La digitalisation de la société s'accélère et avec elle, la surveillance de masse. Fichage, carte d'identité numérique, caméras de surveillance et reconnaissance faciale, passeport sanitaire, paiement sans contact. La liste est longue.
L'agenda du Great Reset ou grande réinitialisation du Forum économique mondial de Davos s'accélère et la fin de l'argent liquide est programmée, largement favorisée par la digitalisation de nos transactions bancaires. Sans espèces, plus de pourboire, ni de petits billets glissés pour remercier ou pour offrir, plus de monnaie pour les gens dans la rue, plus de braderie, de brocantes ou autres vide-greniers, plus d'étrennes pour les pompiers ou les scouts. Et à qui va-t-on acheter notre muguet le 1er mai? Toute l'économie informelle, basée sur la solidarité et la charité, disparaîtrait. Bref, c'est encore une partie de nos libertés qui risque de s'envoler pour laisser place à un moyen de contrôle et de surveillance supplémentaire. Dans un futur proche, que nous espérons fictif, mais qui semble avancer à grands pas, les autorités pourraient en un seul clic bloquer nos moyens de paiement numérique. Autrement dit, tout citoyen dont le comportement serait jugé non conforme perdrait son indépendance financière. Associé à la surveillance de masse, cela sonnerait le glas de nos libertés individuelles et le début d'un système de contrôle social calqué sur le modèle chinois. Le crédit social à la chinoise, ça vous parle? Tout sera passé au peigne fin. Situation financière, habitudes de consommation, carrière professionnelle, jusqu'au comportement sur les réseaux sociaux. Critiquer le gouvernement sur Internet ou exhiber des signes extérieurs de richesse, mauvais score. En revanche, des louanges au parti ou un don de sang augmentera votre crédit social. Un journaliste, Liu Ru, il se serait approché d'un peu trop près des affaires de corruption de hauts responsables du parti. Condamné par un tribunal pour diffamation, c'est pour cela, selon lui, que son nom s'est retrouvé sur la liste noire. Du jour au lendemain, il est jugé indigne de confiance et donc puni. Une fois qu'on se retrouve sur liste noire, on ne peut plus avoir de crédit bancaire, ou créer une entreprise, acheter un appartement, ou même envoyer ses enfants dans une école privée. Le déclin des centres-villes et la disparition des commerces de proximité sont des problèmes symptomatiques de notre société. Les paiements sur Internet aggravent ce problème. Le paiement en espèces et le boycott de la carte bleue nous amènent naturellement à nous tourner davantage vers les commerces locaux qui en ont bien besoin en ces temps perturbés. Cela a pour effet de relancer l'économie locale et d'enrayer l'enrichissement de géants du net comme Amazon, dont la puissance aujourd'hui est parfaitement indécente. Cela entraînerait également moins de mondialisation, moins de colis envoyés à l'autre bout de la Terre, moins de pollution. C'est pas tout. Depuis que je paie en espèces, je reprends contact avec la valeur réelle de l'argent. Quand je vois très concrètement mon porte-monnaie se vider. Je dépense plus sans compter, comme on dit. Mais je réapprends à gérer mon budget. Les paiements numériques, c'est abstrait. Quand on paie en espèces, on peut voir concrètement le montant qu'on dépense. La carte bleue vous dépossède de la valeur de l'argent. Ça entraîne toutes les dérives consuméristes. C'est pour toutes ces raisons que je laisse ma carte bleue chez moi. Et que j'encourage tous mes amis à faire la même chose. Et le plus beau dans tout ça, c'est que si vous payez en espèces, la personne à qui vous avez donné de l'argent va devoir utiliser cet argent liquide à son tour. C'est un système vertueux. Alors tous ensemble, boycottons la carte bleue. Ne tombons pas dans le piège des paiements numériques qui est en train de se refermer sur nous. Et tous ensemble, retirons l'argent de nos comptes courants. Et tous ensemble, faisons tourner cet argent dans les commerces de proximité. Et tous ensemble, reprenons notre pouvoir et arrêtons de financer ce système qui nous oppresse. Car aujourd'hui, le seul billet de vote qui est encore une valeur et qu'on ne peut pas truquer, c'est un billet de banque. Nous sommes 99,9%. Ils sont 0,1%. Si on agit en masse, on les renverse. Le système est plus fragile qu'il n'en a l'air. En train de devenir. Donc voilà, c'est deux séquences que je voulais partager avec vous. Donc là, vous avez pu en prendre notre connaissance. Certains l'ont déjà vu, je l'avais déjà diffusé sur d'autres vidéos. Donc, vous voyez, ce piège de l'intelligence artificielle, c'est l'outil qui va permettre de pouvoir mettre tous ces programmes de contrôle social. Donc, la performance de tous ces applications, de tous ces algorithmes, de tout ce monde informatique va amplifier, va grandir, va être beaucoup plus puissant et ça va permettre un contrôle total de la population.
Donc il y a un piège qui se ferme, et comme je l'ai déjà dit, nous creusons notre propre fosse, parce que tout le monde fonce tête, parce que quand je dis tout le monde, ceux qui sont dans cette course, tout le monde va à fond dans cette intelligence artificielle, on la voit partout, tout le monde en fait la promo, tout le monde en parle, non, franchement là, qu'il y ait de l'informatique, qu'il y ait des programmes, on vit avec ça depuis quelques décennies, on va dire, on s'habitue, voilà. Mais après, nous mettre dans la pensée, nous faire croire que ça va devenir une âme vivante et que ça va contrôler, là, je pense que là, il tire un peu le bouchon un peu trop haut, là. Donc voilà. Donc, bien faire attention, cette intelligence artificielle va permettre de mettre le crédit social en route, ce fameux société de contrôle que vous avez vu. Bon, ça c'est une hypothèse, c'est une avancée pour dire, voilà, on va dans ce sens-là. Peut-être que ça sera moins, plus, différent, on n'en sait rien. Seul l'avenir nous le dira. Mais voilà, donc, bien comprendre ce piège, je me répète, hein, parce que c'est très 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 important. Il y va de l'avenir de notre société, du monde, hein, le futur. Il faut comprendre aussi qu'on parle beaucoup d'antichrist et de marque de la bête aussi. Ça s'associe, ça va avec. Et beaucoup disent que l'antichrist va arriver très vite, il est là. Bon, c'est clair, il est là. L'antichrist, il est là. Mais moi, j'aimerais vous partager quelque chose aussi. C'est une petite parenthèse que je vais ouvrir dans cette vidéo, dans ce message. C'est que dans le milieu chrétien, surtout dans le milieu évangélique, on parle de retour de Jésus, on parle de ci, de ça, c'est imminent. Bon, à un moment donné, il va peut-être falloir se plonger dans la parole, dans la Bible, et il est écrit plein de choses à la Bible, il nous explique plein de choses, Dieu. Et ce soir, le but, c'est pas de vous ouvrir toute la Bible, c'est à vous de la lire et de la décortiquer, de la méditer. La parole de Dieu, la Bible, attention. Hein. Eh bien, je vais quand même ouvrir une petite parenthèse pour vous dire que quand même, il y a des dates à respecter, quand même, à comprendre. Donc, pour moi, je retiens 3 hypothèses au niveau des dates. Je vais vous les donner, mais c'est pas sûr que c'est comme ça que ça va se passer. Il faut savoir déjà, premièrement, qu'il y a le calendrier hébraïque. Le calendrier hébraïque, si je ne me trompe pas, nous sommes en l'an 5785, un truc comme ça, je crois, depuis le mois d'octobre. Voilà, je ne suis pas un grand expert. Et il faut savoir que on parle de cette fameuse semaine sainte, de 6 jours, un jour au 1000 ans, 1000 ans voient un jour dans la parole de Dieu. Donc on sait que depuis Adam jusqu'à Jésus, il s'est passé 4000 ans, 4 jours, sur cette fameuse semaine des 7 jours. Ensuite Jésus, 6e jour, du 4e jour au 6e jour, 2000 ans. Et il reste le 7e jour qui est le millénium. Le millénium, c'est quand Jésus va revenir, il va régner, il va être là avec nous pendant 1000 ans sur la terre, à une date précise que ce Dieu connaît. Il n'y a que Dieu qui sait. Même Jésus ne sait pas. Donc, nous sommes déjà, on sait que Jésus est arrivé à peu près il y a 2000 ans, en gros. Parce que le calendrier grégorien, tout ça, nous trompe à quelques années près. Donc, il faut savoir que nous sommes au niveau hébraïque, en l'an 5785, pour aller jusqu'à 6000 ans. Parce que Jésus revient au bout de 2000 ans. Donc, vous faites le calcul, 5785, si je ne me trompe pas, pour aller jusqu'à 6000. Il reste un certain paquet d'années, voire un siècle et quelque chose. Donc, il faut savoir que l'Antichrist ne reviendra peut-être pas avant 100 ou 120 ans. Il n'apparaîtra peut-être pas. Jésus reviendra peut-être à peu près à cette période-là. Donc, vous comprenez. Donc, déjà ça, c'est déjà une base. Donc, il faut comprendre aussi que si on se base sur les 2000 ans de Jésus-Christ, ça c'est la deuxième hypothèse, on va dire. Donc, nous sommes en l'an 2024. Et si Jésus est né à peu près en l'an 4 ou l'an 5
du fameux calendrier de l'époque. Donc on sera en 2020 en gros, donc Jésus devrait déjà revenir, donc ça ne tient déjà pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des calculs. Par contre, il y a un calcul qui est intéressant, c'est que j'ai entendu dire, on m'avait passé une information que le calendrier hébraïque, ils avaient oublié, soi-disant, un mois tous les 3 ans. Donc si on reprend un mois tous les 3 ans, sur les 5785 ans, il revient un certain nombre de mois. Donc à peu près 130, quelque chose comme ça. Donc ça veut dire qu'on serait en l'an 5900 et des poussières. Donc en gros, j'avais calculé, il nous resterait peut-être encore entre 30 et 60 ans. Donc c'est une hypothèse aussi. Donc quand on voit le calendrier, l'agenda 2020-2030 et puis 2030-2050-2060, ils sont en train de mettre en place tout ça. Peut-être que d'ici 40, 50, 60 ans, il pourrait bien y avoir le retour de Jésus. Si on se base sur ce calcul de calendrier hébraïque. Donc, le retour imminent de Jésus, c'est pas pour dans 15 jours ou dans 6 mois ou dans 1 an. Il faut que le temple du Christ, le temple de Dieu, soit reconstruit à Jérusalem. En ce moment, je vois des infos qui circulent sur Internet qui m'affolent complètement. C'est la cathédrale de Notre-Dame, ça y est, il y en a qui disent que c'est le temple qui a été reconstruit, que Macron c'était l'antichrist. Il y a un mélange, il y a un fouillis. Il est grand temps de vraiment éplucher la parole et puis de lire, d'écouter les prophéties qui sont dites dans la Bible. Donc voilà. Il faut bien retenir ces calculs. Bon, il y a des personnes qui ont fait des calculs aussi, qui révèlent à 30, 40, 50 ans aussi. Le retour de Jésus peut arriver à ce moment-là. L'Antichrist apparaîtra avant. Donc, c'est une histoire peut-être de 7 ans, voire 42 mois. Et donc ça, je ne vais pas trop décortiquer ça ce soir, parce que dans cette vidéo, elle va partir sur plusieurs heures. Allez sur mon blog, vous verrez que j'en parle beaucoup dans certaines vidéos. Je parle de ça. Donc il faut bien comprendre ça. Donc ça, je vais refermer la parenthèse là-dessus. Et je voudrais quand même vous lire un petit passage sur l'Apocalypse 13, qui va vous interpeller aussi par rapport à cette vidéo. Donc je vais vous lire le Apocalypse 13. Donc à partir du verset 11. Puis je vis une autre bête monter de la terre, qui avait 2 cornes semblables à celles de l'agneau. Mais elle parlait comme le dragon. Elle exerçait toute la puissance de la première bête en sa présence. Et elle obligeait la terre et ses habitants d'adorer la première bête, dont la plaie mortelle avait été guérie. Et elle faisait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'elle eut le pouvoir de faire en présence de la bête. Donc on parle bien de la bête. Quand on parle de la marque de la bête, il y a la bête. Commandant aux habitants de la terre de dresser une image à la bête, qui, ayant reçu un coup mortel de l'épée, était encore en vie. Elle eut encore le pouvoir d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et de faire mettre à mort tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête. Et elle obligeait tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, de prendre une marque à la main droite ou au front. Et personne ne pouvait acheter ni vendre que celui qui avait la marque ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom. C'est ici qu'est la sagesse, que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Donc ce fameux 666, vous en avez déjà entendu parler. Donc voilà le passage que je voulais lire dans l'Apocalypse 13, que j'ai déjà mentionné dans d'autres vidéos. Donc il faut bien se positionner là-dessus. Donc quand on dit qu'il va faire parler l'image de la bête, et donc c'est là que je me pose la question, est-ce que l'apôtre n'a pas vu cette soi-disant intelligence artificielle? Ils vont essayer de se mettre derrière l'intelligence artificielle, le monde, le système, pour pouvoir contrôler le peuple. Ils vont se cacher derrière. Et ça, je pense que ça va se faire dans ce sens-là, parce qu'ils se cachent, si vous voulez, derrière cet énorme programme informatique. Et
ils vont pouvoir appliquer tout ce qu'ils veulent sans être punis parce qu'ils se mettront derrière, soi-disant, une intelligence artificielle. Ça vous paraît un peu bizarre, comme j'essaie de vous expliquer ça, mais je pense que dans la Bible, c'est ce que l'apôtre a essayé de nous prévenir. Et il n'avait peut-être pas les termes comme nous aujourd'hui pour expliquer, et donc l'image de la bête par là. Donc, il va y avoir peut-être une intelligence, il va y avoir des algorithmes qui vont parler, qui vont donner des directives, en pensant nous faire croire que c'est la machine qui décide par elle-même, fait quelque chose de ce genre-là, mais ce monde derrière se cachera derrière tout ça pour pouvoir mettre en place leur plan, appliquer leur plan, leur agenda et tout ce qui s'ensuit. Et c'est là que je voudrais vraiment intervenir pour que vous compreniez cette supercherie dans un sens. Vraiment, ça a été monté et je vois le monde comme il fonce tête baissée dans cette intelligence artificielle. On en veut plus, c'est affolant. C'est affolant. Les générations en dessous de 40 ans, mais il faudrait voir. Mais c'est affolant. Ils sont à fond dans les QR codes, à fond dans les programmes. Quand je vois sur les réseaux, comme ils prônent l'intelligence artificielle, ça va améliorer votre vie, puis ci, puis ça. Mais c'est incroyable. Et c'est ça aussi, adorer. La marque de la bête aussi. La bête. Et donc vous servez Satan, vous servez la bête. Que vous le sachiez, vous le croire ou pas, vous le servez. Et il y aura des comptes à rendre, tôt ou tard. Et ce monde part vraiment en cacahuète. Et je vous dis franchement, je ne suis pas tranquille. Je sais que ça va empirer, il n'y aura pas de solution. Beaucoup sur les réseaux, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis, les élections, Trump, Elon Musk et compagnie. Ne vous y fiez pas, ça fait partie du plan. Ils font tous partie du plan. Ils ont mis un peu le bordel sur la planète. Maintenant, on a permis que ces gens-là passent pour venir faire un petit nettoyage pour dire que ce sont des sauveurs, mais ne croyez pas que ce sont des sauveurs. C'est eux qui vont reprendre la suite. Et c'est là qu'on va voir que ça va. Ce ne sont pas des sauveurs. Ils font partie du système, du plan. Les Poutine et compagnie, tous pareils. C'est tous des formations des Illuminati. Ils font tous partie de ce plan. Et donc, là maintenant, les élections américaines, le peuple a voté. Maintenant, ils ont carte blanche pour pouvoir avancer. C'est pas comme si on avait, nous, comme notre petit président qu'on a là, il y en a la moitié qui n'était pas content. Donc, beaucoup d'usines ont dit qu'il ne fallait pas voter. Mais là, maintenant, ils ont poussé vraiment le peuple à voter ce Trump et compagnie. Mais maintenant, ils ont carte blanche. Parce que la majorité a dit oui. Donc là, maintenant, ils ne pourront plus reculer. Et tous les plans qu'ils vont mettre en place, le peuple ne pourra plus revenir en arrière. Donc, il va y avoir, c'est sûr qu'il va y avoir un grand chamboulement, un grand nettoyage. Parce qu'il faut qu'ils nettoient un peu leur merde, excusez-moi de mon terme. Le monde ça va mal, ça va pas comme ils veulent aussi exactement. Mais voilà, ce qui se prépare, nos libertés sont en danger, je peux vous le dire. Nos libertés sont en danger, le contrôle social arrive. Ne croyez pas que même si les présidents vont démissionner ou quoi que ce soit, qu'on veut nous faire croire que ça va changer quoi que ce soit, non, 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 non. Tout est bien orchestré. Et je vous dis aussi encore une chose sur les réseaux sociaux. Méfiez-vous de tous les alerteurs. Moi, je ne me considère pas comme un alerteur. Comme vous le voyez, moi, je me dis sentinelle de Jésus-Christ. Je crie. Je dis haut et fort ce que je vois par rapport aux prophéties, comme ça avance sur l'horloge biblique. Mais faites attention à tous ces personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Il y en a qui sont sincères, mais je vous dis qu'il y a une manipulation. On vous pousse. On pousse à aller dans un certain sens. Et moi, je vois le piège énorme. Il y en a qui veulent surfer sur cette soi-disant résistance, parce qu'ils veulent exister, ils ont peut-être des livres à vendre, des choses comme ça. Mais faites très attention. Posez-vous des questions. Ces gens-là, ils travaillent 24 heures sur 24 pour ce travail-là, mais ils ne travaillent pas à côté. Je ne sais pas comment ils vivent. Hein. Et quand on voit déjà les montages, moi c'est assez rudimentaire, quand je vois le travail qu'ils font
voilà, ils sont pas tout seuls. Voilà. Donc, il y a des... Moi, je vous dis, faites attention sur les réseaux. Beaucoup suivent. J'ai beaucoup suivi au début aussi. La vérité, ils nous la balancent. Parce qu'ils veulent qu'on sache la vérité. Mais qu'il y ait une rébellion. Mais aussi qu'on accepte par tout un mélange de réponses, plus ou moins, dont les vraies réponses et la vérité et des demi-vérités. On mélange et ça va faire un sacré goubi-boulga. Donc, on perd une partie de la masse dans le réveil, puis une partie permet de prendre le contrôle de cette rébellion, on va dire, sur les réseaux. Voilà. J'espère que j'ai apporté quelque chose dans cette vidéo. Ça, c'est mon point de vue. Je me base aussi sur la parole. Faites attention à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle est bien là, parce que c'est un terme qu'ils ont donné. Mais n'oubliez pas que ce sont des programmes, il y a des gens derrière. Des programmes qui vont bouffer nos libertés. Et le piège se referme tout doucement sur nous, et quand je dis tout doucement, ça va beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Voilà, moi c'était pour vous avertir, pour vous donner aussi mon ressenti et mon point de vue, par rapport aussi basé sur les prophéties de la Bible. Donc Dieu nous a toujours averti de ce qui va arriver. Moi je vous dis, faites attention, nous sommes en train de rentrer dans l'ère de l'Antichrist, ça beaucoup le savent, ça va être beaucoup plus compliqué, ça va être beaucoup plus pervers au niveau compréhension. Donc ne tombez pas dans le piège, restez bien la tête froide comme on dit, la tête sur les épaules, et puis à chaque fois que vous avez des informations, décortiquez-les. Parce que quand je vois ce gloubi-boulga de mélange entre les prophéties, les croyances catholiques, ici et ça, il faudrait voir, mais c'est affreux. C'est affreux, comme les gens peuvent se laisser embarquer dans ce style de vérité à moitié, alors qu'il suffit simplement de se discipliner, de se mettre devant la Bible, devant la parole, de la lire, et de laisser cette parole nous nourrir, et c'est elle qui nous guide par l'Esprit Saint. C'est pas nos raisonnements, c'est pas prendre des informations par là, puis faire tout un mélange. Donc il faut rester centré. Et quand je vois par rapport aux prophéties sur l'horloge biblique qu'on en est, j'analyse la situation où on en est aujourd'hui. Et je vois que l'ère d'Antichrist avance. Mais ils sont en train on est dans les préparatifs. Ils sont en train de mettre des lois, ils sont en train de mettre les programmes, ils sont en train de tout prendre le contrôle. Tout. Ils prennent le contrôle de tout. Tout leur appartient. Demain, on ne pourra plus dire quoi que ce soit. Vous avez bien vu dans les vidéos, crédit social, il y aura des points, il y aura quelque chose. On ne pourra plus broncher. Voilà ce qui s'amène devant nous. Et je peux vous dire que si on en est arrivé là, c'est parce que le monde a oublié Dieu, a oublié Jésus. Tout le monde se tourne dans leur propre religion, dans leurs croyances, le New Age, le spiritisme et compagnie, mais à un moment donné, et puis tout ce qui s'ensuit derrière, hein, les dérives, hein, la méchanceté, enfin tout ce qui est ténébreux sur la terre. À un moment donné, l'humanité se ramasse. C'est la fin, mais je vous dis que c'est la fin. Il n'y aura pas un après où l'homme sera libre à continuer à vivre comme ça. Non, Jésus revient, ça c'est sûr. Il reprendra le contrôle pendant le millénium. Le millénium, on en reparlera plus tard. Il va régner 1000 ans sur terre. Mais 5 ans, Dieu seul le sait. Méfiez-vous des dates. On peut réfléchir, on peut savoir à peu près la saison, mais on ne saura ni le jour ni l'heure. Donc soyez prêts, préparez-vous, et les choses vont avancer. Ça va peut-être encore durer 5 ans, 10 ans, 15 ans, on va en voir. Il va se passer beaucoup de choses, beaucoup de manipulations. Faites attention au projet Bluebeam, à toutes ces choses-là, la manipulation religieuse, l'œcuménisme, donc la religion unique mondiale, faites attention, parce que je pense que c'est ceci qui va sûrement permettre de reconstruire le temple, où il y a la mosquée à Jérusalem,
Ils vont peut-être unifier toutes les religions, puis ils vont pouvoir créer un temple unique, voilà, et puis l'Antichrist ira s'asseoir sur le trône en se faisant passer pour Dieu, on va dire. Mais quand vous verrez l'œuvre de cet Antichrist, une période de 7 ans, 42 mois où il y aura une espèce de paix qui va revenir, peut-être ce fameux contrôle électronique, comment je peux appeler ça comme ça, mais les 42 mois après, ça va chauffer. Et ça, on en reparlera dans une autre vidéo. Je l'ai déjà décrit dans une partie dans certaines de mes vidéos sur mon blog, sur mes chaînes. Allez-y, avec les titres, vous allez les retrouver. Donc moi, je vous dis, on vit une époque, ça sent pas bon. Ça sent vraiment pas bon, ça sent la fin, ça sent le jugement, ça sent l'Antichrist, si vous voulez, il est permis qu'il fasse, mais il perdra au bout, ça c'est sûr, il perdra au bout, ça c'est clair. Mais le monde est vraiment basculé dans les ténèbres. Le monde est dans les ténèbres. Aujourd'hui, on est dans les ténèbres et le monde, on se dit qu'il n'y a plus rien qui va, mais il faut que chacun se mette en question, se remette en question devant Dieu. Est-ce que je suis en règle devant Dieu, moi déjà? Est-ce que nous sommes en règle devant Dieu? Mais quel est notre comportement de tous les jours dans cette société? L'égoïsme, l'égocentrisme. Je pourrais en citer des centaines voilà, mais on sait que le monde est complètement à la ramasse aujourd'hui. On tient, pourquoi? Tout le monde se lève, boulot, dodo, pour ça qu'on du travail. C'est sa petite vie tranquille, mais jusqu'à quand? Quand ils nous auront tout pris, tout confisqué, comment ça va se passer? Ils sont en train de prendre tout. Il y avait vraiment des programmes qui se mettent tout autour de nous, et le piège se referme. Des contrôles sur les maisons, des contrôles sur les voitures, des contrôles sur notre santé, sur tout. On ne peut plus rien faire sans qu'il y ait une moindre demande d'autorisation ou flicage. Donc, vous voyez comme ça se passe. Il y aurait tellement de choses à dire, mais je voudrais rester quand même un peu sur cette vidéo sur l'intelligence artificielle, ce fameux piège. Moi, je ne tombe pas dans le piège. Je sais que derrière ce programme, il y a des gens qui vont se cacher derrière ce programme pour pouvoir faire avancer des lois, des règles, on va dire, et puis comme ça, ils ne seront pas attaqués. On va créer des problèmes, comme je vous dis, problème, réaction, solution. Et cette fameuse technologie intelligence artificielle va venir apporter des solutions. On va vous apporter des solutions, mais on va vous prendre des libertés en échange. Et voilà le piège comme il s'appelle. Il y a beaucoup de choses à dire, il y aurait beaucoup de choses à dire. Beaucoup. Mais j'aimerais que vous fassiez votre travail aussi. Et ce soir, j'ai fait cette vidéo sur plusieurs jours. Et donc, c'est vraiment à cœur que je vous passe ce message, parce que plus ça avance, et plus moi je peux vous dire que dans mon cœur, je sens vraiment un poids qui arrive sur l'humanité, qu'on ne peut même pas imaginer. Vous pourriez rassembler toutes ces fameuses guerres horribles qu'il y a déjà eu jusqu'à maintenant, à toutes réunies. Ce qui va arriver, ça sera encore pire que ça. C'est catastrophique. Le monde est atteint un summum dans le péché, dans l'ignominie, que maintenant on y va tout droit dans le mur. Alors, c'est pas le but de se battre pour changer tout ça, on n'y arrivera pas à changer. Tout est écrit, tout sera détruit, tout sera anéanti, tout repartira à neuf avec Jésus et Dieu. La seule chose qui est valable, je vous le dis, qui est vraie, c'est repentez-vous. Repentez-vous devant le Seigneur, prenez les baptêmes, marchez par l'Esprit, prenez cette parole comme nourriture pour votre âme, pour que vous ayez le cœur ouvert à Christ, et lui, il verra votre cœur, il verra votre combat dans ce monde des ténèbres au quotidien. Voilà le message que je voulais passer sur cette vidéo. Faites le bien autour de vous, occupez-vous de vos proches,
profiter de tous les moments, les bons moments de la vie, aider le plus possible ceux qui en ont besoin, parce que je vais vous dire que la solidarité, il va y en avoir besoin dans peu de temps. Je ne suis pas pessimiste, je suis très réaliste, mais j'aimerais vous avertir que n'écoutez pas trop toutes ces personnes sur les réseaux qui vont vous dire que il va y avoir du changement. Tout ça, c'est toute la manipulation. Tout est écrit dans la Bible. La vérité est dans la Bible. Jésus a dit, je suis le chemin, la vie, la vérité. Après, il a dit, nul ne peut venir au Père que par moi, ça c'est autre chose, mais il est la vérité. C'est la vérité. La parole, c'est la vérité. Et donc, si on n'y croit déjà pas à cette vérité, c'est un bateau qui part à tous les sens. Donc voilà. Vraiment à cœur cette vidéo, vraiment à cœur. C'est à un moment que je voulais en parler, cette intelligence artificielle, cette manipulation, comme ça a explosé sur les réseaux et tout, on en parle partout et tout. Ça, ils vont vous familiariser avec. Et ça, vous allez tous tomber dans le panneau. Et ça, j'ai déjà commencé à en parler un petit peu à droite à gauche. Il faudrait voir les gens comme ils sont émerveillés devant. Et puis il y en a d'autres. Oh, vous allez voir, ça va tout détruire, ça va... Non, c'est pas l'intelligence artificielle qui va détruire. Non, c'est ceux qui sont derrière. Voilà. Je fais court. Je ne sais pas si je reviendrai sur d'autres vidéos. Pour l'instant, donc, ceci a été fait à cœur. Et je vous invite quand même à venir sur les deux blogs, à prendre connaissance un petit peu de ce travail qui n'est pas fait pour me glorifier moi, mais pour pouvoir vous réveiller et puis prendre conscience dans quel monde vous vivez. Regarde dans quel monde tu vis. La réalité cachée du monde actuel. Voilà les titres de mes blogs et de mes chaînes. Et il y a l'autre blog, Chrétien la Nouvelle Alliance, Église de Jésus-Christ. Donc l'apostasie et le retour de Jésus-Christ. Donc voilà. N'hésitez pas, faites votre petite recherche. La critique, ok, j'accepte, mais restez poli. Et puis voilà. Donc je vous dis à bientôt. Je ne sais pas quand c'est que je referai d'autres vidéos. Pour l'instant, je laisse suivre le mouvement. J'analyse comme une sentinelle. Je me mets au-dessus de la tour, je regarde, j'analyse. Et quand je vois qu'il y a un piège qui arrive, eh bien, je viendrai sonner du chauffard, comme on dit. Voilà. Dans une simplicité, je préviens, je crie, je vous le dis, réveillez-vous. Après, moi, voilà, j'ai fait mon travail, c'est à chacun de prendre conscience. Je vous dis à bientôt, à une prochaine, et portez-vous bien. Au revoir, bye bye. Il s'agit de coloniser l'esprit de vos bambins et de leur faire gober ce rationalisme économique et technique morbide. Aujourd'hui, nos modes d'évaluation n'obéissent qu'à des critères standardisés définis par des degrés d'utilité. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que les choses servent à quelque chose? Pourquoi? Et pourquoi est-ce qu'il faudrait que, si vous voulez, on mesure la valeur d'une activité au degré d'utilité qu'elle peut apporter? Alors, il y a plus de plaisir. C'est quand même un monde complètement obsessionnel où tout doit servir, où tout doit être rationalisé, organisé, technicisé. Bon, et le plaisir là-dedans. On est dans un univers où l'utilitarisme s'empare des chiffres en, je dirais, les pervertissant pour pouvoir justement assujettir les individus. Les chiffres deviennent une manière de donner des ordres. Hein. Moi, je pense qu'il faut absolument qu'on arrête avec ça. Il faut qu'on arrête avec les évaluations. Pour moi, les évaluations, que ce soit à l'usine, dans les bureaux, dans les universités, à l'école, il faut finir. C'est la condition de notre affranchissement. C'est la condition de notre émancipation. C'est la condition de notre liberté. Trouver d'autres moyens de produire la valeur. Ça veut dire, encore une fois, qu'on n'a pas à établir des critères de valeur, mais on a d'abord à les penser avant de les appliquer. C'est un berger qui fait
paître son troupeau tranquillement au fin fond d'une campagne, et d'un coup, dans un nuage de poussière, il voit surgir une Range Rover rutilante qui vient dans sa direction. Le chauffeur, un jeune homme dans un complet Armani, chaussures Gucci, lunettes Ray-Ban, cravate Hermès, moi je ne parle pas du tout des cabinets présidentiels de Macron, se penche par la fenêtre et demande au berger « Si je peux vous dire exactement combien de moutons il y a dans votre troupeau, m'en donnerez-vous un ?» Le berger regarde le jeune homme, et puis le troupeau qui broute paisiblement, il répond « Bon, si vous voulez ». L'homme gare alors sa voiture, il ouvre son ordinateur portable, il le branche à son téléphone cellulaire, il navigue sur Internet, il va vers la page de la NASA, il communique avec un système de navigation par satellite, il balaye la région, ouvre une base de données incroyable, quelques 30 fichiers Excel, mais je ne vais pas vous les détailler maintenant, n'est-ce pas, avec des formules algorithmiques extrêmement complexes, et il sort, n'est-ce pas, une dizaine de pages de son imprimante miniaturisée, bien sûr, et s'adresse au berger, il lui dit « Vous avez exactement 1586 moutons dans votre troupeau. » « C'est exact, dit le berger. Et comme nous l'avions convenu, prenez-en un. Il regarde donc le jeune homme faire son choix, assurer sa prise, la mettre à l'arrière du véhicule, et il l'interpelle à son tour, et il lui dit « Si je devine avec précision ce que vous faites comme métier, est-ce que vous me rendrez ma bête ?» L'autre dit « Bah, ouais, pourquoi pas ?» Il lui dit « Vous êtes expert. Vous faites des audits et du conseil, le berger. » Il dit « Oui, c'est vrai, mais comment vous l'avez deviné ?» Il dit « C'est facile, vous débarquez ici alors que personne ne vous l'a demandé. Vous voulez être payé pour avoir répondu à une question dont je connais déjà la réponse et dont tout le monde se fout. Et manifestement, vous ne connaissez rien au métier, rendez-moi mon chien. » Voilà ce qui vous attend. Donc on va parler d'intelligence artificielle ce matin, et en fait j'ai une mauvaise nouvelle parce que je vais vous raconter que l'intelligence artificielle n'existe pas. Alors c'est dommage, moi j'en fais depuis 30 ans, c'est un peu embêtant. Mais bon, celle qui n'existe pas, c'est celle dont on nous rebat les oreilles depuis une petite dizaine d'années, mais surtout depuis 6 mois, avec ChatGPT. Cette intelligence artificielle qu'on présente dans les médias comme quelque chose de magique, ou qui fait peur, ou qui fait rêver, hein, ça dépend. Moi, j'appelle ça l'intelligence artificielle de Hollywood. Donc, celle effectivement qui est dans les films comme Terminator, donc là, ça fait plutôt peur, ou celle des films comme Her. Il y en a à qui ça fait envie, pas moi. C'est celle-là qui n'existe pas, cette intelligence artificielle-là qu'on nous présente. D'ailleurs, ce n'est pas une intelligence artificielle, il ne faudrait pas parler d'une intelligence artificielle, et je pense que je vais vous expliquer ça ce matin. Il faut parler d'intelligence artificielle au pluriel, hein, parce qu'il y en a, elles sont multiples et variées, il y en a plein. Si j'ai vraiment à donner une définition d'une intelligence artificielle, je veux dire qu'une intelligence artificielle, c'est une boîte à outils. Une boîte à outils dans laquelle vous avez plein d'outils divers et variés. Et ce sont ça, les intelligences artificielles. Ce sont ces outils, le marteau, la scie, le tournevis, etc. Et donc chacune de ces intelligences artificielles est très très spécialisée. Elle est très forte dans le domaine particulier pour lequel elle a été fabriquée. Par définition même de l'outil, elle est utile. C'est-à-dire que ça marche très bien, ça marche mieux que nous. Un marteau, ça marche mieux que nous pour planter un clou. Donc ces intelligences artificielles, elles sont effectivement puissantes, et on va y revenir, utiles et ou dangereuses. On y reviendra. Donc, mais je vais commencer par... j'étais un peu vite là. Je vais commencer par 1956. C'est quand on a inventé, on va dire, le mot, l'expression intelligence artificielle. Donc ça date pas d'hier, hein, ça date pas d'il y a 10 ans, ça date pas d'il y a 6 mois. 1956, c'est quand une tripotée de scientifiques américains se sont réunis à l'université de Dartmouth pour donner un nom au domaine sur lequel ils étaient en train de travailler. Et ils avaient défini mathématiquement un neurone. C'est-à-dire qu'ils avaient défini une fonction, ils avaient dit ça a la capacité d'un neurone. Et donc on est capable de faire... en mathématiques, de modéliser un neurone. Si on a un neurone, on peut modéliser un réseau de neurones. Si on a un réseau de neurones, on peut modéliser le cerveau.
Si on a le cerveau, on peut modéliser l'intelligence. Alors évidemment, le raisonnement que je viens de faire ici est complètement stupide, et ça n'a pas marché. Mais bon, je vais y revenir. Mais c'est là que ça a démarré. Mais si on réfléchit bien, enfin, on fait ça depuis la nuit des temps. On fait ça, on essaye de trouver des outils, de faire des machines ou de faire des systèmes qui vont faire des choses qui ressemblent à ce qu'on fait nous. On essaye d'automatiser depuis la nuit des temps. On peut certainement aller aux Grecs, aux Égyptiens, même peut-être avant. Moi, je vais, comme je suis franchouillard de base, je vais faire démarrer l'intelligence artificielle, ou alors ce qu'on peut appeler comme ça, en 1642. Qu'est-ce qui s'est passé en 1642 ? En 1642, le mathématicien et philosophe français Pascal a inventé la pascaline. Et la pascaline, c'est quoi ? C'est la première machine à calculer. Donc c'est une machine à calculer qui faisait des additions et des soustractions. Vous allez me dire, c'est pas très intelligent de faire des additions et des soustractions. Mais si je vous demande combien fait 649 plus 1884, d'accord. Alors il y a deux solutions, où vous êtes complètement idiot, c'est possible, vous pouvez dire comme ça, ou alors c'est pas intelligent de faire ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, la machine, la pascaline, aurait eu ce résultat en moins de 4 secondes, parce qu'il suffit de tourner les molettes. Et en plus de ça, la machine, elle aurait eu juste. Elle aurait eu, parce que là, personne ne me donne une réponse, mais si vous m'aviez donné une réponse, il y avait à peu près 60% de chances qu'elle soit fausse. Mais bon, ça c'est... Bon, ceci dit, c'est pour ça que ça fait très 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 longtemps qu'on essaie de créer des machines qui ont l'air intelligentes, qui font des trucs qui ont l'air intellectuels. Okay. Mais je reviens à mes amis là, de 1956, et je vous disais tout à l'heure que le raisonnement est stupide, et c'est embêtant, parce qu'en plus de ça, non seulement ils ont donné le mauvais nom à cette intelligence artificielle, enfin à ce domaine, mais en plus de ça, ils se sont attaqués au problème qui est certainement le problème le plus compliqué auquel on puisse s'attaquer, puisqu'ils ont essayé de résoudre le langage naturel. Alors, le langage naturel, c'est quoi ? C'est ce qu'on fait en ce moment. Là. Il y a un gars qui parle, il y a des mots, et puis vous rattrapez les mots, et puis vous essayez de comprendre le sens. Ah bon, les mots, c'est relativement facile, le sens, c'est compliqué. Et donc, évidemment, en 1956, avec les méthodes qu'on utilisait à l'époque, qui étaient donc ces méthodes statistiques, ils ont complètement échoué, ça n'a pas marché. Et on est rentré dans ce qui s'appelle le premier hiver de l'IA. C'est quoi l'hiver de l'IA ? C'est un moment où on arrête de faire de l'IA parce qu'on donne plus de sous, parce qu'on nous a menti. On nous a menti, on nous a promis plein de choses, on ne l'a pas fait, etc. etc. Et il y en a eu plein d'hivers de l'IA après, et en fait, il y en a un autre qui nous pend au nez, là. Si on continue à faire notre Laurent Alexandre et à raconter n'importe quoi, on peut très bien arrêter l'IA. C'est-à-dire qu'on a peur. Alors, c'est ce qui se passe en ce moment là avec ChatGPT, on a peur. Vous avez peur, d'accord ? On nous dit n'importe quoi, Laurent Alexandre. Ou alors, on nous fait rêver et ça n'arrive pas, d'accord ? Donc là, on est dans une période où il est très possible que, à cause d'une de ces 3 ou 4 ou 5 raisons, on arrête de travailler sur l'intelligence artificielle. Et ce serait dommage, parce que dans les intelligences artificielles dont je parlais tout à l'heure, il y en a plein qui sont excessivement utiles, qui sont très très utiles, et il faut surtout continuer. Il ne faut pas s'arrêter. Mais il faut comprendre, donc il faut s'éduquer, donc il faut venir ici. Alors, donc dans les années 60, il n'y a plus d'intelligence artificielle. Enfin, début des années 60. Du moins, il n'y a plus d'intelligence artificielle que je vais appeler statistique. Donc, celle qui essaye de modéliser les neurones. Mais il y a un autre type qui apparaît. C'est ce qu'on va appeler, ce que je vais appeler les intelligences artificielles logiques. On vous en a entendu parler, hein, c'est ce qu'on appelle les systèmes experts. Systèmes experts, c'est très à la mode dans les années 60, 70, 80, 90. Et ça arrive à son apothéose en 1997, quand le champion du monde d'échecs, Garry Kasparov, est battu par la machine Deep Blue, une machine d'IBM, qui bat Kasparov aux échecs, effectivement. Et ça, c'est super impressionnant, hein, parce que quand on joue aux échecs, on est intelligent. Non. Alors, en fait, non. Les échecs, c'est rigolo, hein, c'est un jeu, il y a des règles.
Ça tombe bien parce que là, quand on parle des systèmes experts, c'est des bases de règles. Et donc, on rentre les règles du jeu dans la base. Donc ça, c'est relativement simple. Et en plus de ça, il se trouve qu'aux échecs, on sait exactement combien il y a de coups, 10 puissance 49 coups. On est capable de rentrer pas mal de coups dans la machine. En 97, il y a pas mal de mémoire. Et on est capable donc de calculer relativement facilement parce qu'on a assez de puissance de calcul à n'importe quelle position gagnante. D'accord ? Très facilement. Et Kasparov, lui, il n'est pas capable. Kasparov, il a 20 coups d'avance. Bon, il est fort, hein, moi j'ai 2 coups d'avance. Donc, c'est relativement simple ce qui se passe. Donc, je ne sais pas si c'est de l'intelligence, mais en tout cas, c'est impressionnant, c'est sûr. Donc, là, on est dans les années 90, et dans les années 90, il se passe quelque chose d'autre, en fait, qui fait que les intelligences artificielles statistiques, qu'on avait abandonnées donc 30 ans plus tôt, reviennent à la charge. Pourquoi elles reviennent à la charge ? Parce que c'est des statistiques. Et pourquoi c'est des statistiques ? Je vais vous dire ça juste après. On change de nom quand même. On appelle ça du machine learning maintenant. Hein. Donc c'est la machine qui va apprendre des trucs, ça va être sympa. Et donc ce machine learning, pourquoi il arrive en force ? Il arrive en force parce qu'en 90, vous vous rappelez peut-être, enfin dans les années 90, au milieu, il y a un truc qui arrive qui s'appelle Internet. Et Internet, ça arrive avec beaucoup de données. D'accord ? Et pour faire des statistiques, il faut beaucoup de données. Donc, là, on est dans les années 2000. On fait maintenant même du deep learning. Hein, donc, on ne se contente pas du machine learning, on fait du deep learning. Deep learning, ça veut dire quoi ? C'est exactement pareil, sauf qu'il y a encore plus de données. Hein, de plus en plus de données. Enfin, vous allez voir, on va parler de ChatGPT tout à l'heure, il y a beaucoup de données. Et donc, dans les débuts des années Internet, parmi les gros montants de données qu'il y a beaucoup d'images de chats sur Internet. Alors vous allez me dire, il a pété une durite, le gars. Non, mais il y a vraiment beaucoup d'images de chats. Et puis les images de chats sont intéressantes pour les gens qui veulent faire des statistiques parce que elles sont annotées. C'est-à-dire que les gens, ils mettent des chats sur Internet et ils disent « c'est mon minou, c'est mon kitty, c'est mon chaton, gna 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 ». Et donc, on a une base de données de chats relativement intéressante. Hein, et on dit, on va utiliser cette base de données de chats pour faire le premier reconnaisseur de chats. Un truc super intelligent. D'accord ? Et donc, on se rend compte que seulement avec... comment on dit en français déjà 100 000 images de chats. Avec 100 000 images de chats, je peux faire un reconnaisseur de chats qui reconnaît les chats à 98%. Waouh! Alors là, on arrive au top de l'intelligence artificielle quand même. Hein. C'est le truc, on se rend compte vraiment qu'on est capable de faire des machines intelligentes, si on est capable de faire des machines qui reconnaissent les chats. Et là, on se demande, est-ce que c'est vraiment un truc qui est intelligent, le machin, là, parce qu'il faut quand même 100 000 images de chats. 100 000 images de chats, c'est beaucoup. Surtout quand on se pose des questions, et la question que j'ai posée à des gens, à des psychologues en l'occurrence, je leur ai demandé, mais ma fille de 2 ans, combien d'images de chats lui faut-elle, ou lui faut-il, je ne sais pas d'ailleurs, pour reconnaître les chats? Et la réponse des psychologues, c'est 2. D'accord? Donc, ma fille de 2 ans, qui est, pas forcément très intelligente, enfin, d'après moi, elle est complètement con, il lui faut 100 000 images, il lui faut 2 images de chats pour reconnaître les chats à 100% quand même. D'accord? Et la machine qu'on est en train de fabriquer, là, de l'intelligence artificielle, il lui faut 100 000 images de chats. Donc on est en train de fabriquer des trucs, là, qui n'ont strictement rien à voir avec notre cerveau, en fait. Donc c'est pour ça qu'il va falloir se calmer un tout petit peu quand on va dire, à un moment donné, ouais, attention, ça va nous remplacer, tout ça. Ça n'a strictement rien à voir. Okay? Parce qu'en plus, là, je vous ai dit, cette machine qu'on a créée, elle reconnaît les chats à 98%. Vous savez pourquoi c'est qu'à 98%? Parce que ma fille, elle reconnaît à 100% parce qu'elle reconnaît même les chats dans la pénombre. Mais les chats dans la pénombre, il n'y en a pas dans la database. Parce que personne n'a posté de chats dans la pénombre. Parce qu'on ne les voit pas. Donc ça ne sert à rien. Et si on ne les voit pas, ils n'existent pas. S'ils n'existent pas, on ne les reconnaît pas. Okay? Donc, ces systèmes ont des limites aussi, des datas, des données qui sont disponibles pour pouvoir reconnaître ceux qui sont censés faire. Ok, bon, ça c'est réglé. On a parlé des données, on a parlé des systèmes qui sont idiots et qui ont besoin beaucoup de données et qui n'ont strictement rien à voir avec notre cerveau. Mais pour amplifier encore là-dessus, on va passer en 2016 maintenant.
Et on va aller, cette fois-ci, à la machine qui a battu le champion du monde de Go. Alors ça, c'était effectivement... Le Go, c'est rigolo. Hein. Le Go, c'est un peu plus compliqué que les échecs. Je vous ai dit tout à l'heure, 10 puissance 49 coups aux échecs. Le Go, si vous demandez aux mathématiciens combien il y a de coups, ils vont vous dire qu'il y a entre 10 puissance 200 et 10 puissance 600 coups. Donc en gros, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on n'en sait rien. Okay, mais ce qu'on sait, c'est que c'est beaucoup. D'accord. Et récemment, là, j'ai donné cette conf dans un lycée, et un gars qui m'a dit, bah, finalement, 10 puissance 200, c'est seulement 4 fois plus 10 puissance 49. C'est beaucoup, beaucoup plus, on est d'accord, hein? D'accord, il y a beaucoup, beaucoup de zéros derrière, hein? Okay. Donc c'est impossible d'utiliser les méthodes de logique qu'on avait utilisées en 1997. Donc là, on va utiliser des méthodes statistiques. Effectivement, on va utiliser du deep learning. C'est DeepMind, une boîte d'IBM, une boîte de Google, finalement, qui fait ça. On ne va pas s'intéresser à l'algorithme, on s'en fiche, mais on va s'intéresser à la machine. Donc DeepMind, qui fait tourner AlphaGo, le programme qui joue au Go. Cette machine, alors, elle n'est pas vraiment comme ça. Hein, ça, c'est un dessin que j'ai fait. Hein. On ne sait jamais. Et donc, on va ouvrir ses entrailles. Et quand on ouvre ses entrailles, on va voir qu'il y a à l'intérieur 1500 CPUs. Les CPUs, c'est les chips, c'est les puces d'ordinateur. D'accord. Donc 1500 puces d'ordinateur. Il y a 300 GPUs. Les GPUs, c'est encore d'autres puces qui font du Graphical Processing Unit. C'est des machins qui font du calcul matriciel, très intéressant pour faire du machine learning. Et il y a encore un autre type de puce qui est nouveau à ce moment-là, qui s'appelle des TPUs. Tensor Processing Unit, c'est pour faire du TensorFlow. TensorFlow, c'est une méthode de deep learning. Très bien. Donc, c'est 2000 ordinateurs, le machin. 2000 ordinateurs pour jouer au Go. D'accord. 2000 ordinateurs, c'est un petit data center. Un petit data center, ça fait 440 kW. 440 kW pour jouer au Go. Alors là, il y a une autre question qu'il faut se poser, c'est le petit Coréen de 18 ans, c'est bien fait pour sa gueule qu'il se soit fait ratatiner d'ailleurs parce qu'il était infect, mais lui, il a 18 ans, et il a ça. Et ça, en watts. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est? D'accord? Alors, pas tous, et surtout ce matin, mais en général, ça, c'est à peu près 20 watts. Okay. Donc là, on est en train de créer une machine qui pète 440 kilowatts pour jouer à un jeu que le champion du monde est capable de jouer avec 20 watts. D'accord? Bon, il est champion du monde, le gars. Il n'était pas loin de battre la machine. Hein. Il l'a battu quelques fois, et elle l'a battu plus, et plus, et plus. Bon. Mais on est en train, encore une fois, de créer des trucs qui n'ont strictement rien à voir avec notre intelligence, avec notre cerveau, qui utilisent beaucoup, beaucoup plus d'énergie, beaucoup, beaucoup plus de données. Mais dans l'énergie, ce qui est marrant aussi, c'est que cette machine-là, AlphaGo, elle fait que jouer au Go. Le petit Coréen, lui, il sait faire la cuisine, il sait parler, langage naturel, vous savez, le truc compliqué, là. Il sait faire plein de trucs avec ses 20 watts. Ça ne fait que jouer au Go. Si je veux que ça joue aux dames, il faut tout refaire. OK? Donc, encore une fois, respirons, d'accord? Ces machines n'ont strictement rien à voir avec notre cerveau, avec notre intelligence. On n'aurait jamais dû appeler ça intelligence artificielle. Donc, comme j'ai dit, il y a beaucoup, beaucoup de données dans ces systèmes. Il faut utiliser énormément de données. C'est des statistiques. On utilise de plus en plus. Après, ChatGPT, aujourd'hui, c'est pas 100 000 morceaux de données comme c'était pour les premiers reconnaisseurs de chats dans les années 90-2000. On parle de 175 milliards de morceaux de données. On parle entre 1000 et 2000 milliards de mots qui sont ingurgités par la machine. D'accord? C'est beaucoup, hein? En gros, c'est Internet. Et donc, ces données, malheureusement, quand il y en a beaucoup comme ça, elles sont toujours biaisées. Je ne sais pas si on vous a dit, mais sur Internet, il n'y a pas que des trucs vrais. Enfin, si vous avez... Et donc, du coup, comme la machine a ingurgité des trucs qui ne sont pas vrais, enfin, pas vrais sur certains de nos standards, hein, par exemple, la Terre, c'est pas plat, hein, enfin, a priori, mais sur Internet, on trouve que la Terre est plate, des fois. Donc, du coup, ChatGPT, si vous insistez vraiment, il va vous dire que la Terre est plate, parce qu'il va vous rendre les données qui sont sur Internet. Et donc, les données sont biaisées, les données sont fausses, et malheureusement, ça donne des systèmes de temps en temps où ça va se voir.
D'accord? Enfin, ça se voit tout le temps, et ça se voit de plus en plus justement avec ChatGPT, parce que comme tout le monde l'utilise n'importe comment, ben, effectivement, on peut dire des grosses bêtises. Mais je vais vous prendre un exemple de 2016 aussi, qui est un exemple qui est d'un chatbot déjà. C'était pas ChatGPT, mais c'est un chatbot de Microsoft aussi qui s'appelait Tai. Tai, il a été release, donc enfin il est sorti en 2016. Et c'était un chatbot qui était censé, sur Twitter, interagir avec les gens pour promouvoir les produits Microsoft. Hein, donc l'idée était très bonne, certainement. Donc ils ont mis des mois à développer le machin. Et ils ont été obligés de débrancher au bout de 16 heures d'opération. Parce qu'au bout de 16 heures d'opération, Tai était devenu le plus raciste et sexiste chatbot de l'humanité. Bon, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, mais c'était quand même assez grave, donc ils l'ont débranché. Alors évidemment, ils ne voulaient pas le débrancher, évidemment, ils n'avaient pas fait tout ce travail pour rien, enfin, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc les scientifiques se sont penchés sur le problème, ils se sont demandé pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a strictement aucun sens. On ne va pas créer ces trucs pour juste les débrancher juste après. Et donc il y a 2 bugs qui ont été identifiés. Le premier bug qu'on va appeler un bug de logique, hein, donc il n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle, mais qui m'amuse, donc je vais vous le dire. Premier bug, quand on crée un système d'interaction comme ça, on a un petit slider, un petit potentiomètre, je ne sais pas comment vous dites, qui va regarder comment on va s'adapter, c'est un slider d'adaptabilité au public auquel on s'adresse. Donc là, le slider il était un peu trop haut, c'est-à-dire qu'il s'est adapté au public auquel il s'adressait, et le public ici c'était Twitter, donc comme vous savez certainement, sur Twitter, au bout de 2-3 interactions, on s'insulte. Donc là, le truc, eh ben, au bout de 2-3 interactions, il insultait les gens. Bon. Alors ça, la bonne nouvelle, c'est que c'est assez facile à fixer, le machin. Hein. Vous descendez le slider, vous récupérez la façon dont vous interagissez avec les gens, et vous contrôlez le dialogue globalement, et donc ce problème disparaît. Fastoche. L'autre bug était beaucoup plus insidieux, beaucoup plus compliqué. C'est un bug de data, justement. Et donc ça veut dire quoi, un bug de data? C'est-à-dire que les data étaient mauvaises. Alors, quand on fait un système d'interaction, il faut donc trouver des dialogues. C'est des dialogues, hein, donc il faut trouver des dialogues. Les dialogues, on n'en trouve pas sur Internet comme on trouve des chats. Okay, donc il faut aller les chercher ailleurs. Il y a des systèmes, il y a en fait des bases de données de dialogues. Il y en a une qui s'appelle Switchboard, qui est très connue, qui est une énorme base de données avec des millions et des millions de conversations. Des conversations qui sont enregistrées, qui sont... on retranscrit les mots, donc retranscrites, et qui sont annotés. Donc on dit, le gars, là, il a téléphoné pour sa machine à laver, il n'était pas content, etc. Donc c'est une énorme base de données qui est magnifique pour les gens qui font des systèmes d'interaction, et donc qui permettent de comprendre un peu les structures des dialogues. Donc, moi, j'imagine le gars, là, chez Microsoft, on lui dit, bah, il faut que tu fasses le système, là, Tai, tu te débrouilles, tu prends un switchboard et tu nous fais le système. Et le gars, il dit, bah, ok, d'accord, il y a des millions de conversations, là, je vais pas pouvoir tout prendre, hein. Je prends un sous-ensemble, j'ai besoin que quelques dizaines de milliers de trucs pour créer mon modèle. Allez, je vais prendre le début de la base, Alabama, années 50. Bah ouais. Donc, Alabama, années 50, vous imaginez, enfin, ceux qui ont fait que c'était un peu biaisé. Hein. Je pense que les Blacks, ils étaient dans une situation un peu délicate, un peu plus délicate qu'aujourd'hui, peut-être. Et donc, du coup, la base de données étant biaisée, le modèle était biaisé, et il a fallu une petite étincelle pour qu'elle devienne complètement raciste et qu'elle détruise, en fait, les Noirs dans les interactions de dialogue. Donc, il faut faire super attention. Alors, je n'ai pas forcément la solution, mais vous allez me dire, c'est fastoche, il suffit de regarder bien toutes les données et puis d'enlever les trucs qui sont un peu limites. Alors, il y a deux problèmes avec ça. Le premier problème, c'est que quand on a 100 000 images de chats, on peut peut-être trouver 2-3 images de chiens et les enlever. Très bien, fastoche ça. Mais quand on a 175 milliards de morceaux de données, ça commence à être un peu plus délicat d'aller chercher les machins qui ne vont pas. Parce qu'il y en a beaucoup. Okay, et l'autre truc, c'est quand je vais commencer à balancer les datas, à dire, voilà, je vais choisir les datas. Donc, ce que je viens de dire ici, choisir les datas, ça veut dire que quelque part, je rentre mon propre biais. Et quand je rentre mon propre biais, qui dit que éthiquement, c'est moi qui ai raison? Je ne sais pas. D'accord ? Donc c'est un problème excessivement délicat. Dès qu'on commence à faire des statistiques, il y a des choses qui sont certainement fausses. Et moi, ce que je vous dis, c'est que toutes les bases de données sont fausses. Et donc, ces systèmes, il faut douter. Mais bon, ça, j'espère que cette population ici en est persuadée.
Bref, ça c'était mon ami chatbot sur Twitter qui a vécu 16 heures. Tiens, un autre truc qu'on dit souvent, on dit, de toute façon, oui, il faut douter, il faut faire attention. Ces intelligences artificielles sont des boîtes noires, d'accord? C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. On peut pas comprendre ce que ça fait, et donc c'est des boîtes noires. Faut pas leur faire confiance. Alors moi, je vais modérer un tout petit peu. Je sais pas si on dit ça. Je vais pas dire exactement ça. Je vais vous dire que oui, il faut douter, ça, je vais vous le répéter tout le temps, mais par contre, de temps en temps, on peut faire confiance à ces boîtes noires, parce que c'est pas des boîtes noires, en fait. C'est des boîtes transparentes si on prend le temps de les expliquer. Il n'y a pas d'inexplicabilité en IA. On parle souvent d'inexplicabilité, on dit comme c'est inexplicable, blablabla. Comme toutes les sciences nouvelles, comme tous les trucs nouveaux qui arrivent, c'est compliqué, ça a l'air compliqué. Mais des fois, il suffit de quelques petites choses pour expliquer correctement et puis pour que tout le monde comprenne. Pour ça, je vais vous raconter une histoire qui est une histoire familiale. Je parlais tout à l'heure de ce brave Gaston Julia, qui n'est pas mon grand-père d'ailleurs, mais qui est un grand-oncle, mais c'est pas très grave. Et donc, ce brave Gaston, il a effectivement inventé les fractales. Enfin, il a découvert une équation particulière qu'on appelait les fractales, qui est un logarithme. Bon, bref. Et il fait ça en 1915. 1914 exactement, le papier est publié en 1915, la communauté mathématique regarde cette équation et est absolument superbement surprise par le machin, c'est super, mais c'est une équation mathématique pour le commun des mortels complètement incompréhensible. C'est un log, machin, blabla, on comprend que dalle. C'est une boîte noire pour la plupart des gens, mais c'est une boîte transparente pour Julia lui-même qui a inventé le truc, a découvert le truc, donc il est capable d'expliquer ce que c'est. Il est capable d'expliquer à ses collègues qui, eux, comprennent, et les mathématiciens comprennent, mais c'est vrai que la plupart des gens ne comprennent pas forcément la mathématique qui est derrière cette équation. 1955, Julia est prof à Polytechnique, 40 ans plus tard, et il a comme élève un garçon qui s'appelle Benoît Mandelbrot. Benoît Mandelbrot part aux États-Unis, chez IBM. Il a un des premiers ordinateurs à sa disposition. Il rentre l'équation de Julia dans l'ordinateur. Il en profite pour l'appeler équation de Mandelbrot, on ne va pas se gêner. Et donc, apparaît à l'écran, quand il affiche cette équation, apparaît à l'écran cette magnifique fougère, pour ceux qui savaient ce que c'était qu'une fractale, cette magnifique fougère qui, quand on la regarde, on voit qu'à chaque niveau de la fougère, c'est la même fougère, et la même fougère, et la même fougère. Et donc, cette propriété exceptionnelle qu'ont les fractales, ça s'appelle la récursivité. D'accord ? Et la récursivité devient complètement en transparence pour n'importe qui est capable de comprendre juste en regardant l'image. Et donc, la boîte noire est devenue une boîte transparente grâce à cette image. Pour ceux qui n'ont toujours pas compris, la récursivité, c'est comme la vache qui rit, là. Ouais, c'est pas grave. Bon. Allez, tant que je suis dans les trucs qui m'énervent, là, je vais vous parler de la voiture autonome. D'accord ? Alors, la voiture autonome, Elon Musk. Allez, 2015, Elon Musk nous dit, la voiture autonome, c'est pour demain. Super, très bien. 2018, la voiture autonome, c'est pour demain. 2021, voiture autonome, c'est pour demain. 2023, voiture autonome, c'est pour demain. Bon. Elon Musk raconte n'importe quoi, je pense que vous le savez maintenant. Quand il parle de voiture autonome, et quand je parle de voiture autonome, on parle de voiture autonome niveau 5. D'accord ? Donc le niveau ultime de l'autonomie. Il y a évidemment 0, 1, 2, 3, 4 avant. Aujourd'hui, on est à peu près à 2,5. Les Tesla sont à 2,5. Il y a certains qui déclarent qu'ils sont presque à 3, donc je pense qu'on est presque à 3, effectivement. Mais on est loin de 4, et on est très très loin de 5, on est d'autant plus loin de 5 qu'aujourd'hui, je vous annonce officiellement que 5 n'existera jamais. Alors, n'existera jamais comme dans Ja et Mais, en fait. Jamais. Mais je vais vous le prouver, je ne vais pas juste vous le dire, je vais vous le prouver. Et donc, du coup, ces voitures autonomes, quand elles seront au niveau 4, elles vont nous permettre d'être beaucoup plus sûrs dans les voitures, et ça va être absolument extraordinaire, et on y arrivera. D'accord ? Donc, on va arriver au niveau 4. Mais on ne peut pas dire qu'on aura un jour la full autonomie. Et pour ça, je vais vous donner deux exemples. Un exemple qui est pour les Français, qui s'appelle la place de l'Étoile à 18h. Place de l'Étoile à 18h, vous collez une voiture autonome sur une de ces avenues là, qui est là. La voiture autonome, elle va être comme ça.
Parce que la voiture autonome, elle a une propriété extraordinaire, elle respecte le code de la route. Ce que vous, quand vous êtes sur la place de l'Étoile, vous ne faites pas. Vous avez un truc en plus qui s'appelle le pouvoir de négociation ou le pouvoir de négociation. Et donc, bon, ça c'est un peu compliqué à expliquer aux voitures, à expliquer au système autonome. Donc, bon, ça c'était pour les Français. La version officielle, pour les Américains et les autres, c'est une voiture qui roule dans les rues de Mountain View. Mountain View, c'est là où il y a Google. Et donc, ces vidéos ont été d'ailleurs données par une compagnie qui s'appelle Waymo, qui est une compagnie de Google, qui travaille depuis 10 ans sur l'autonomie. Et le CEO a dit, j'en ai marre d'entendre ce que j'entends, je vais faire don de toutes mes datas que j'ai depuis 10 ans. Je donne 10 millions de miles de vidéos de routes qui ont été prises en vidéo pour pouvoir faire apprendre au système. Et donc, il a donné ça, et dans des gens comme moi, on est allé voir des vidéos, évidemment, et il m'a fallu à peu près 1 heure pour trouver une pépite, et puis après j'en ai trouvé plein. Ce que j'appelle une pépite, c'est un truc qui dit que j'ai raison, d'accord? Et donc, cette pépite-là, on voit une voiture qui roule dans les rues de Mountain View. Mountain View, c'est chiant comme la mort, il se passe rien. Et là, d'un coup, au milieu de rien, la voiture s'arrête. Elle attend 2-3 secondes, la voiture fait 2-3 mètres, elle s'arrête. 2-3 secondes, la voiture fait 2-3 mètres, elle s'arrête. 2-3 secondes, la voiture fait 2-3 mètres, elle s'arrête. Elle fait ça 5-6 fois, et là, on voit sur la caméra, parce qu'on voit les mains sur le volant, on voit que le safety driver, il y a toujours quelqu'un qui est dans la voiture, prend la voiture, et puis démarre, et s'en va. Parce que derrière, les mecs commencent à s'énerver, ils disent, mais qu'est-ce qu'il fout, le gars, à s'arrêter tous les 2-3 mètres? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens jusqu'à ce qu'on regarde la vidéo. Un peu plus près, on voit 2 gars qui marchent sur le trottoir. Donc 2 gars qui marchent sur le trottoir. Le gars qui est le plus près, dans la même direction de la voiture, le gars qui est le plus près de la route, donc il marche aussi dans la même direction, comme ça, avec son pote, mais lui, sur son épaule, il a un panneau stop. Alors vous, là, tous là, vous voyez un connard sur le bord de la route, avec un panneau stop sur l'épaule qui marche dans la direction de la voiture, vous arrêtez pas. Parce que vous avez dit, oh, tiens, il y a un connard sur le bord de la route qui marche avec un panneau stop, bon, voilà. La voiture autonome, elle voit un panneau stop, et puis elle voit un panneau stop, et puis elle voit un panneau stop. Ça n'existe pas, ce cas. Ça n'existe pas, c'est pas possible, c'est un truc qu'on n'a jamais vu, on n'a même pas imaginé. D'accord? Ben nous, quand on voit un truc comme ça, nous humains, on voit un truc comme ça, on fait un truc extraordinaire que les IA sont incapables de faire, on invente, on s'adapte, on crée. D'accord? Quand on vous parle des IA génératives aujourd'hui, les IA génératives, les ChatGPT, les machins et tout ça, il y a une chose qui est bien dans ces choses-là, c'est qu'on ne s'est pas trompé de nom. On n'a pas appelé ça IA créative. On a bien appelé ça IA générative. Ça génère des trucs qui arrivent de ces 175 milliards de données, d'accord? Mais ça ne crée rien. C'est vous qui avez le pouvoir de création, c'est vous qui le gardez, c'est vous qui avez la possibilité de créer à travers le prompt. C'est-à-dire que c'est vous qui allez dire à la machine, dessine-moi une vache verte sur la tour Eiffel. La créativité, elle est là, elle est dans l'image mentale que vous avez de la vache verte sur la tour Eiffel. Oui, ça va vous générer plein de vaches vertes sur la tour Eiffel, mais c'est vous qui avez l'idée. C'est toujours vous qui avez la main. Et d'ailleurs, en parlant de main, je vais passer vite fait sur le fait que j'appelle ça l'intelligence augmentée, IA, au lieu d'appeler ça intelligence artificielle, parce que ces outils, ils nous augmentent, nous. Ils augmentent notre intelligence. Okay. Ces outils, on s'en sert comme tous les outils de la boîte outils dont je parlais tout à l'heure, et j'adore comparer une intelligence artificielle avec un marteau, parce que c'est exactement la même chose. Un marteau, ça va planter un clou bien mieux que mon poing, d'accord? Donc c'est hyper utile, c'est hyper puissant. Le marteau, si j'utilise à bon escient, c'est super. Je peux l'utiliser à mauvais escient pour taper sur la tête du monsieur, d'accord? Et ça, on a décidé collectivement que c'était pas bien. Mais on l'a décidé collectivement. On a dit c'est pas bien de taper sur la tête du monsieur. Parce qu'à la fin, celui qui tient le manche du marteau, c'est moi. C'est moi qui décide. C'est nous qui décidons. Les IA, c'est exactement la même chose. C'est nous qui tenons le manche du marteau. C'est nous qui décidons de comment on les utilise. Et c'est nous qui décidons de réguler ou pas. Hein, on va dire c'est hors la loi de taper sur la tête du monsieur avec le marteau. Des fois, il y en a qui vont le faire. Évidemment qu'il y en a qui vont le faire. Mais on décide collectivement que c'est pas bien. Et après, bon, on agit comme on peut. Mais ces outils sont excessivement puissants. Ils sont très très puissants. Comme le marteau. Il est très très puissant. Allez, j'ai combien là? 3 minutes? 1 minute? 2 minutes? Allez, je vais vous faire un truc extraordinaire, et vous allez ressortir de là, vous allez être illuminé. Je ne sais pas si on dit ça, mais...
Je vais vous faire une démonstration de ce que c'est que l'intelligence, parce que j'ai parlé beaucoup d'intelligence. Je vais vous montrer l'intelligence humaine, ok, en mathématiques. Okay, alors, c'est peut-être pas votre tasse de thé, mais vous allez voir, c'est pas très compliqué. En fait, je vais projeter en 2 dimensions les intelligences. Alors, il y a plein de gens, il y a les philosophes, il y a les psychologues, il y a plein de gens qui définissent l'intelligence. Moi, je vais vous le définir mathématiquement, et vous allez tout comprendre, et vous allez comprendre pourquoi l'intelligence artificielle n'a strictement rien à voir avec l'intelligence humaine. L'intelligence humaine, je vais la projeter donc sur ce graphe en 2 dimensions. D'accord ? En ordonnée, vous avez le niveau d'intelligence, 0, Donald Trump, jusqu'à 100, un génie. Ok ? Très bien. Et en abscisse, ici, on va avoir les domaines d'intelligence. Tout. N'importe quoi. Ok ? Donc, on projette tout ça, poum, dans toutes les dimensions qu'il y a, poum, on projette ça sur ces 2 dimensions. Voilà. Ça, c'est nous. Intelligence humaine. Continue. N'importe quel domaine, on est capable de dire quelque chose, surtout nous, les Français. Et donc, on n'est pas des génies, on n'est pas complètement idiots. Ben, voilà. Ça, c'est l'intelligence humaine. Continue. Mathématiquement parlant, continue. Et infini. Oui. On voit un connard sur le bord de la route avec un panneau stop, on est capable de s'adapter. D'accord ? On invente. D'accord ? Continue infini. Intelligence humaine. Intelligence artificielle. Les échecs, c'est pas mal, ça marche. Si vous jouez aux échecs avec une machine et que vous gagnez, c'est que vous l'avez mis au niveau 2. D'accord ? Vous n'avez strictement aucune chance. Échec, c'est un génie. Go, c'est plus qu'un génie, parce qu'il y a tellement de coups possibles et inimaginables qu'il dépasse l'humanité. Bon bref, on ne va pas rentrer dans l'infini, on s'en fout. La voiture autonome, niveau 4. Bien mieux que nous. Hein. Là, j'ai dessiné mon fils, là, il boit un petit coup, il joue un peu sur son téléphone pendant qu'il conduit, pas bon. D'accord ? La voiture sera meilleure que nous. Mais, des fois, il faudra l'aider. Ça, on en prendra plus tard. N'importe quoi, n'importe quel domaine, n'importe quel truc que vous pouvez imaginer, des trucs en médecine, des trucs en ressources humaines, des trucs en n'importe quoi, on peut avoir un outil, si on a envie, qui sera meilleur que nous dans ce domaine particulier. Si on veut, des fois on peut décider de ne pas utiliser l'outil parce qu'il n'est pas utile, et à ce moment-là, c'est pas un outil. D'accord ? Mais, voilà, ça c'est les intelligences artificielles. C'est quoi en mathématiques ce que je viens de faire là ? Ce sont des lignes discrètes, on dit. Allez, la question qui tue, combien de lignes discrètes me faut-il pour atteindre la continuité ? L'infini. Voilà. Alors l'infini, je ne sais pas si vous savez, c'est compliqué, hein. C'est beaucoup. Et donc du coup, il faudrait avoir, pour pouvoir matcher l'intelligence humaine, il faudrait avoir une infinité d'intelligence artificielle. Et ça, c'est pas possible, parce que c'est beaucoup. Allez, un petit truc vite fait, là, on finit là-dessus. Là, on dit des fois, ouais, mais en fait, il y a des trucs qui se ressemblent, il y a des trucs qui sont contigus, là, donc on peut faire du transfer learning entre 2 domaines, et donc par capillarité, on pourrait imaginer qu'on va pouvoir couvrir tout le domaine, tout le spectre de l'intelligence humaine. C'est pas une mauvaise idée de faire de ça. Ça permet de ne pas avoir à refaire des bases de données et tout ça, c'est pas une mauvaise idée. Le problème, c'est que, qu'est-ce qu'il y a entre 2 lignes contiguës ? Ah, purée, encore ce truc-là. L'infini. L'infini, c'est compliqué, encore une fois. Bon, bref. Donc, du coup, c'est pas possible. Ah, et puis, tiens, le truc qu'on a inventé tout à l'heure, là, vite fait. Elle est où, l'intelligence artificielle ? Un truc qu'on a inventé, si on l'a inventé tout de suite. L'intelligence artificielle, elle est nulle part. D'accord ? Parce qu'elle n'a pas le temps d'avoir les données, elle n'a pas le temps d'avoir les règles, donc on n'a pas le temps de la faire encore. L'intelligence artificielle est toujours derrière nous, c'est nous qui décidons, c'est nous qui avons le manche. Merci. Un message mystique pour un changement de cycle. Si vous baissez vos armes, il n'y aura plus de larmes, plus de drames, plus d'obstacles. Baissez vos armes, nous n'en aurons plus besoin. Nous sommes venus pour le monde de demain. Nous nous sommes incarnés en ce temps bestial, ces temps sombres où les plus grandes âmes viennent pour le combat final. Un face à face avec soi-même est la dernière occasion de briser les chaînes des cœurs qui se renferment. Ici, on va te ramener de l'espoir, te permettre de vouloir, de croire à ton pouvoir, transmettre la flamme qui habite ton âme, brûle tes larmes, fais jaillir la puissance de ton être, sois la transformation que tu veux être, même si la vie est d'en paraître, qu'elle n'a plus de goût, qu'elle te pousse à bout, ne recule pas, affronte-la, transmute-la, n'es-tu pas là pour ça? Ce jour où plus rien ne va, là où tu dois t'accrocher, continue le combat, ce jour mon frère, où la souffrance te percute là, ne t'oublie pas et va chercher au fond de toi, au fond de ton âme, ce qui t'anime. Le combat intérieur est rude, mais
C'est de là que vient la délivrance. La délivrance. La délivrance. La délivrance. Crois en toi, révèle-toi, libère-toi, réveille-toi, relève-toi, active-toi, tout est en toi. Relève-toi. Je suis cette puissance, cette force, ma colère sera froide. Ressens mon énergie qui te transperce. Je vais chercher ton âme, y écarter les ombres. Inutile d'avoir peur, créé à l'image de Dieu. Rien ne peut t'éblouir car nous sommes sa lumière. Alors, retrouve la tienne, prends confiance, tu n'as plus à répondre. J'avance à bout de souffle et même si je vois que ma terre souffre, la méchanceté nous bouffe, alors pourquoi ne pas s'unir nous tous? J'ai les yeux dans les cieux, j'ai les étoiles dans les yeux. Rien ne m'empêchera d'être heureux.